On est qui Mais Bienvenue attends, dans que le... Oh wow, j'avais même pas vu que la caméra était là. Mais tu peux mettre le Alors, fond, là, c'est formidable. Bonjour, je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste mode pour mademoiselle.com. Et bienvenue dans Je dis tout. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous allons... Alors Maëlle, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bah oui, bonjour, Maëlle Lecor, journaliste société chez Mademoiselle. Comment ça va? Écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. On va parler de sujets plutôt intéressants aujourd'hui. Ouais, ça va être. On a une grande, une multiplicité de sujets Une aujourd'hui. diversité de contenus, comme incroyable, un buffet un ou venir jeudi tout picorer, d'anthologie, j'en suis sûre. Voilà, mais quelle surprise, il y a 2 personnes avec nous aujourd'hui. Wow. Mais qui êtes-vous? Bonsoir. 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 Est-ce que tu veux bien te présenter, Inès Moi, je suis Paulon? Inès, responsable vidéo chez Mademoiselle. Bonjour, moi c'est Émilie, dans l'équipe vidéo de Mademoiselle également. Voilà. Et comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, j'ai un Capri Sun, je suis contente. Je sais pas si j'ai le droit de dire de marque. Mais t'es sponsorisé? Non. Et c'est un placement de produit? T'as une tendinite au bras? Exactement. Bourré de Ça. ref. Ah là là, ça va trop vite, c'est jeudi tout, rien ne va plus. Mais non, mais Capri Sun, est-ce que c'est bon? Quel goût ça a? Bah moi j'aime bien, Raconte-nous. ouais, je pense que c'est bon parce que... Ah non mince, bah c'est bon, j'aime bien. C'est un, Non, mais moi, c'est un j'aime- truc d'enfant un peu ça. Non, quand en même. fait, c'est de l'eau Et du aromatisée. sucre. Non mais c'est la petite paille qui rend ça bon, genre c'est juste ça. C'est le côté ludique de la chose. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait qu'on kiffait les pailles quand on était môme, tu vois? C'est genre, tu bois un Mais c'est truc toujours juste... bien les pailles. Mais c'est le Genre les bubble désir de tea, tout, tu succion, vois. je pense. C'est, Ouais. tu sais, ça rappelle la tétée, non? Oula, c'était trop freudien, genre je voulais pas Mais savoir ça. de ouf, mais je m'attendais pas à cette réponse, mais en vrai ça pourrait se justifier. Mais genre, pourquoi t'es content c'est de pas boire le dans même. une briquette à la con alors qu'un verre c'est pareil? Bah, C'est c'est fun. aussi plus facile, je pense. Non, c'est juste c'est marrant, genre c'est mieux que de prendre. En plus, tu peux te déplacer avec, tout c'est pas ton gros verre en Oui, mais plastoc bon, et tout, t'es c'est à ta table, petite t'es censé rester à ta J'ai envie de place, ce tu vois. Moi débat. j'étais sage. C'était vraiment premier sujet sur la table. Inès déjà saoulée. Voilà. Les vrais débats, les vraies questions. Mais est-ce Bienvenue qu'on dans nous le entend jeudi bien tout. aussi? J'ai une question, est-ce qu'on nous Ouais, entend bien? dans le Nous. chat, dites-nous si vous entendez bien. D'ailleurs, bienvenue. Hello. Bienvenue Geoffroy, 1904. Bonjour, ça fait un sacré âge. T'auras 99 ans l'année prochaine, c'est ça? Je suis nul en Wow. maths. Plus vieux que la reine. 1904. Plus vieux que la reine. vieux que la reine. Mais toujours en vie, toujours vivant, toujours... Non, j'arrête. Mais L'énergie est trop bizarre aujourd'hui en fait. Un café, Ah, voilà putain, mes ouais, condoléances. Entre toi et Émilie qui va être en sugar rush dans pas longtemps là. C'est ça. Faut que tu prennes des matchas, c'est mieux, je pense. On va Ouais, rester je pense que c'est Et mieux. ça. C'est ça. Ok, Une conviction, Émilie, pas de vraiment. problème. Ok, bah bienvenue donc dans ce Les gens disent journal. rien, donc visiblement c'est que vous nous entendez. Ou alors vous en avez rien à On foutre, n'est vous pas avez drôle. déjà coupé le son. C'est juste. On Vous est avez archi déjà drôle coupé le pourtant, je pense. Là, ça démarre fort, non? Personne peut me dire Euh, ouais ça marche. Ah ouais, le son, vraiment, on est s'il dans vous plaît. un. Genre. C'est le No Man's Land. Ok. Et donc ça va C'est rester... dur, Suspense. J'ai plus envie de parler du coup, ça m'a un peu coupé l'envie là. En tout cas, en attendant, je peux vous présenter le sommaire. Donc, c'est Jeudi Tout, le journal d'actualité de Twitch de Mademoiselle. Et on va parler d'actu qui ont marqué la rédac. Donc, il y a plusieurs sujets sur la table. Il y a être tatoueur ou tatoueuse. Qu'est-ce que ça représente? C'est une vidéo réalisée par cette équipe de choc, Inès et Émilie, et aussi Delphine, un petit peu. Voilà, le pôle vidéo. Elles vont nous parler des idées reçues autour du Et tatouage. Sofia, elle nous a aidé, Sofia. elle a Ouais. dérushé cette vidéo. Voilà, Sofia qui fait également partie de la team vidéo de Mademoiselle. Brièvement, en 2 mots, c'est quoi le sujet? En gros, c'est notre format React, donc on fait réagir des gens qui sont concernés par une thématique à des tweets. Voilà. Des vrais tweets. Des vrais tweets, ouais, Mm. pas falsifiés ou quoi, c'est des tweets qu'on cherche nous-mêmes avec nos petites Ça mains. Pourquoi vous shade. devez préciser que c'est pas des tweets Je falsifiés? me sens, je sais pas, je me sens dans le besoin de justification, Je j'ai sais peur. Vous êtes des journalistes, on sait jamais. Mais du coup, ouais, et donc du coup cette thématique-là, c'était sur être tatoueuse ou être tatoueur, mais en l'occurrence c'est 2 tatoueuses qu'on Ouais. a reçues. Et on va parler de tous les clichés, toutes les idées reçues sur le métier de tatoueur. Voilà. Trop bien. Et Nice. là, dans ce sujet-là précisément, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqué? Moi, enfin, la partie qui m'a le plus marqué, je pense, c'est quand on parle de tatouage sur peau noire, parce que c'est pas un truc dont on parle souvent, et de tout ce qui est racisme dans le milieu du tatouage. Ouh là là, suspect. Ça parle Oui. aussi d'appropriation culturelle. Appropriation dans le culturelle, tatouage. c'était hyper intéressant. Oh waouh, Voilà. les vrais sujets. D'accord. Wow. Direct. C'est Pas de ridicule. Ah, waouh. Waouh. Et ton coming out? Waouh. Bah, Karine Le Marchand direct quoi. Karine Ça y est, Le on est- Marchand. On est dans la vibe. Ah mon dieu, mais Karine Le Marchand, je sais pas si t'as vu les tweets ce matin. Dites-nous dans le chat, vous avez vu les tweets où Karine Le Marchand, là, elle Moi, j'ai réagit. pas vu. Elle fait un react. elle Est-ce que teste t'es son gay guédard. Elle a pris notre idée. Est-ce que quoi. t'es gay? Elle teste son guédard. Et Attends, donc, quoi en fait, en mode chat roulette, genre, elle Ouais. prend des mecs random. Elle dit, toi, t'es gay, non? Et elle est trop contente quand elle a juste, tu vois, elle est vraiment genre, ah, je savais, tu vois, complice, mais en même temps, genre gênante, tu vois. Mais elle est gênante, hein. Moi, Bah, complice j'ai et honte. gênante, Moi aussi, c'est je suis Karine gênante Le Marchand. là, de ce que je vais dire, mais je regarde L'amour est dans le pré. Genre, vraiment, je suis et tout. Et, Ouais. et elle est gênante. Genre. Mais est-ce que c'est pas ça qui rend le programme addictif à tes yeux? Ah, mais moi, tout ce qui est Je pense écrit, que ça plus marche c'est parce gênant, que plus c'est elle, j'adore. quoi. De quoi? Ça marche parce que c'est elle, les gens suivent aussi, enfin,
Pour les interactions avec les fermiers et les Je fermières. savais pas que c'était elle. Ah, Quelle ça, bien sûr que jolie ça, liaison. depuis J'ai des vraiment années, apprécié. Je ne Fermiers savais et pas, je fermières. pense que la vie de cœur brisé, c'est la même chose. Je suis pas sur la même onde que toi là, ça me va plus. D'accord. Voilà. Et toi, Maëlle, de quel sujet tu vas nous parler aujourd'hui dans Je dis tout? Eh bien, je vais vous parler de la fin de vie. De la fin de vie et de l'euthanasie, Waouh. car désolé, c'est un peu, du coup, ça va être un peu chargé, mais on va essayer de rendre ça accessible et passionnant. Parce que c'est un sujet dont on va pas mal parler dans les mois à venir, y compris nous, citoyens et citoyennes. Ah, mais quelle liaison! Trop de liaison. Non, mais en tout cas, voilà, il y a ce débat arrive sur la place publique. Donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi on va en parler beaucoup dans les mois à venir. Et on en parle déjà parce qu'il y a Jean-Luc Godard qui est mort. Tout à fait. et qui Hasard avait du eu- calendrier. Je sais même pas si Ou c'est un pas, hasard en du fait. calendrier. Je pense qu'il a ne peut-être sais fait pas. exprès. Je sais pas. Alors en plus, sachant que voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de parler des distinctions entre les termes et qu'est-ce que veut dire euthanasie, qu'est-ce que veut dire suicide assisté, qu'est-ce que veut dire la fin de vie. Enfin voilà, il y a Quel rapport avec Jean-Luc Godard par contre? Jean-Luc Godard a eu recours à un suicide assisté en Exactement. Suisse. En Suisse, ok. Voilà, là où Ce qui est c'est légal autorisé. Mais un suicide assisté n'est pas la même chose que l'euthanasie en fait. Donc voilà, il s'agit de voir de quoi on parle et dans quel cadre ça s'applique. Et c'est intéressant derrière le mot euthanasie, on met beaucoup de choses et justement, voilà, c'est pas légalement en fait, c'est pas la même chose. Ça veut dire que les responsabilités sont pas les bien mêmes sûr. non plus pour les gens qui vont le faire, tout simplement. Donc voilà. On va en Ok. parler tout à l'heure. D'accord, beaucoup de suspense. Quant à moi, je vais vous parler de 2 sujets, si vous le voulez bien. Un premier sur La Petite Sirène. Le trailer a été dévoilé, un extrait du futur film réalisé par Disney, produit par Disney. Ça va sortir en mai 2023 et c'est en prise de vue réelle, ce qu'on appelle aussi live action. Au casting, la personne qui a été choisie pour incarner Ariel, c'est Hailey Bailey, qui est une chanteuse afro-américaine, donc une femme noire, et bien évidemment, les réacs ont réagi de manière réac. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir cette crispation identitaire autour du personnage fictif. Il y a plein d'arguments abracadabrantesques autour de cette histoire, de quelques secondes, parce qu'on l'aperçoit vraiment 3 secondes dans le trailer, et pourtant ça fait un pataquès médiatique sur les réseaux et dans les médias traditionnels. Et l'autre sujet intéressant, qui est d'ailleurs assez en lien, c'est sur le lien des questions de représentation et d'inclusion, c'est Alice Diop, une réalisatrice française qui vient de remporter 2 récompenses à la Biennale de Venise. À la Mostra de Venise. J'ai eu un gros bug, excusez-moi. À la Mostra de Venise, merci Maëlle. Cette compétition du coup de cinéma, plutôt d'art et d'essai, dirons-nous, si on cherche à catégoriser le cinéma. Et voilà pour son film Saint-Omer qui tourne autour d'un infanticide. Donc voilà, C'est une encore histoire vraie, ça? inspiré d'un fait histoire vraie. divers réel, oui, effectivement, qui s'est déroulé en 2013, si je dis pas de bêtises, et jugé en 2017. Donc c'était l'histoire vraie d'une femme qui a tué son enfant, enfin qui a donné la mort à son enfant au Pas-de-Calais, dans la ville de Berck-sur-Mer. Enfin, Berck. Et voilà, et elle a été jugée en 2017 pour ce crime. Et du coup, Alice Diop, la réalisatrice française, en est inspirée pour un film qui s'appelle Saint-Omer et qui sortira en novembre 2022, là, dans quelques mois, dans quelques semaines. Donc voilà, dans le chat, dites-nous si vous entendez bien et aussi si vous allez bien et aussi de quel sujet vous voulez qu'on parle en premier. Voilà, là, il y a une ambiance qui est un peu retombée, donc merci de vous réveiller un petit peu, genre. Est-ce que vous êtes là, le chat? Coucou. Parce qu'il y a le Les chat tontons. est vide, je suis un peu étonnée. Enfin, Ouais. Ah, Hello, hello ouais, Maëva. Hello, merci de répondre à Maëva, nos prières. bienvenue. J'espère que tu vas bien. Raconte-nous un peu tes bails. Et aussi, ce que j'aimerais savoir, c'est... content de te retrouver aussi. Hein, on aimerait savoir quel sujet tu veux qu'on aborde en premier. Et les autres personnes dans le chat, réagissez. On vous écoute aussi, genre ça nous intéresse. Racontez-nous. Vous voulez qu'on parle de quoi en premier? Est-ce que vous êtes plutôt fin de vie? Fin de vie, tatouage. Ouh. Infanticide? Non, mais il faut pas Petite terminer sirène. par un truc triste. Oui, je suis d'accord. Ah bah, on attaque sur l'euthanasie. Enfin, franchement- la fin de vie. Franchement, il faut pas terminer avec ça en tout cas. Moi, je Non, pense, non, je pense qu'on peut commencer par ça parce qu'en plus, On va c'est un peu long. On va à- commencer par... Ah. Il y a Maëva qui veut qu'on parle du racisme dans les fandoms. Et ensuite Alice. Alice Diop. Ok, d'accord. Elle veut pas qu'on parle, nous, en fait. genre. Ouais, en fait, elle veut que. Ah, mais j'ai oublié de On va préciser qu'il y avait... peut-être commencer par la petite sirène, la fin de vie, et pour enchaîner avec le tatouage. Ça va faire un super titre YouTube, j'ai hâte. Hein. Ah, ok, va vraiment kiffer. un petit panaché d'émotions. Ok, alors... Ou alors l'euthanasie directe. Ok, Maëva, c'est parti. Ok Maëva, t'es partante pour tout en fait, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est ça Sauf qu'on nous, aime. vraiment. On adore. Ok, bah on va pouvoir afficher l'article de Maëlle Oui, Lecor, tout à fait. écrit sur mademoiselle.com. Et je vais arrêter de faire ma voix de forain pour aborder la fin de vie.
C'est trop Et on tard. s'accroche. Allez, c'est parti. Pardon. Ce sera évidemment en replay sur Oh YouTube là là là. et en podcast. Donc voilà, ça va être très gênant. Merci Maëva en tout cas d'avoir passé commande auprès de nous parce que visiblement tu es la seule aujourd'hui. Hein. Où êtes-vous? Bref, alors, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, on va parler fin de vie car voilà, peut-être que vous l'avez suivi, mais Tu peux tu afficher peux l'article te si tu veux. CNPC si tu veux. Ah, pardon. La réplique. Je suis vraiment désolée. il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Alors, donc voilà, donc ça c'est un article que j'ai écrit mardi. Ouais, c'est ça, mardi. Ou mercredi, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. Voilà, fin de vie, bientôt un grand débat pour une nouvelle loi sur l'aide active à mourir. En fait, mardi, il s'est passé deux choses. D'abord, Emmanuel Macron a fait une grande annonce à la presse, dont il voulait principalement que ressorte cette information-là, c'est-à-dire qu'il se montre favorable à ce qu'il y ait un grand débat national sur la question de la fin de vie. Donc, il a annoncé qu'il y aurait une consultation citoyenne sur ce sujet. C'est quoi une consultation citoyenne? C'est-à-dire, en gros, organiser... c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la loi de bioéthique en 2018. C'est-à-dire demander aux citoyens, vous et moi, mener des réunions publiques un peu partout en France pour demander l'avis des gens en fait, sur un sujet. Genre Macron, il va faire le tour de France et il va dire c'est quoi C'est ton pas avis? lui tout seul, mais voilà, ça va être organisé dans des salles des fêtes et dans différents lieux un peu partout. C'est ce qui s'est passé pour la loi de bioéthique pour que les gens puissent échanger sur ce sujet, dire ce qu'ils en pensent, mais aussi écouter les personnes qui connaissent, qui maîtrisent ces sujets-là pour se faire une opinion quand ils n'ont pas forcément... quand ils savent pas forcément ce qu'ils en pensent justement. Donc voilà, ça permet, c'est ce qu'on appelle une consultation citoyenne, c'est-à-dire que ça va être à la fois pour vous et moi qu'on sache un petit peu de quoi il retourne, donner notre avis, et aussi pour que les personnes, par exemple le personnel, les professionnels de soins palliatifs puissent aussi dire ok, aujourd'hui en France, qu'est-ce qui se passe pour les malades justement qui sont en fin de vie, les personnes atteintes d'une maladie incurable par exemple. C'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la loi, qu'est-ce qui fonctionne pas. Voilà, ça va permettre de lancer ce débat. Ça va commencer à partir d'octobre, donc ça va aller assez vite, hein, ça commence le mois prochain, afin que, si je ne me trompe pas, en mars prochain, oui, ça, dans 6 mois, on puisse rendre un grand document qui rassemble un petit peu tout ce qui s'est passé autour de cette consultation et qui permette de donner des orientations pour un projet de loi futur sur l'aide active à mourir. Voilà, en gros, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Et c'est un peu de cette manière-là que s'était passée la révision de la loi de bioéthique c'était en 2018. Du coup, ça a un peu traîné parce qu'entre-temps, on a eu une pandémie. Mais en tout cas, voilà, la loi de bioéthique, voilà, petit retard, petit empêchement. Voilà, en gros, il y a une consultation citoyenne qui a duré plusieurs mois. La loi de bioéthique, ça devait se pencher sur la PMA, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets de bioéthique. Évidemment, c'est la PMA la question de la PMA et de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires qui a un petit peu accaparé l'attention. Mais en tout cas, voilà, ça s'est passé de cette même manière-là. Plusieurs mois de débat un peu partout en France. Le rendu d'un document qui synthétise un petit peu tout ça. Et ensuite, voilà, on part sur un projet de loi, une révision de loi de bioéthique qui passe par le Parlement. Donc d'abord l'Assemblée nationale, ensuite le Sénat, après l'Assemblée nationale, et c'est ainsi de suite, jusqu'à une loi votée, une promulgation, des décrets, et une loi qui fonctionne. Parce que là, pour l'instant... Ah, il y a une question de ce côté-là? Non. Ok, merci pour ce moment. Que dit la loi en ce moment en France concernant la fin de vie? Est-ce que j'ai un parent qui est vieux et qui souffre d'une maladie incurable et qui est vraiment très douloureuse? Est-ce que j'ai le droit de demander à mon médecin de famille de l'aider? Alors, officiellement, non. Bon, D'accord. Voilà. Et le médecin ne peut pas non plus... voilà. Après, j'imagine qu'il y a des pratiques qui se font d'aide, d'aide active à mourir, mais dans la loi, c'est illégal, c'est interdit. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi qui a été votée en 2016, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui est une loi sur les soins palliatifs, qui justement met en avant la question des soins palliatifs, donc c'est-à-dire les soins qui permettent d'accompagner les personnes en fin de vie atteintes d'une maladie grave, justement pour faire en sorte qu'elles ne souffrent pas et préserver la dignité des personnes. Et aussi interdire toute forme de ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire maintenir absolument en vie une personne, coûte que coûte, quitte à prolonger sa vie dans d'être souffrances alors qu'on connaît l'issue forcément de la maladie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs aujourd'hui. Mais ça ne concerne pas du tout ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire permettre qu'une personne ne souffre plus en justement provoquant la mort.
D'accord. Ok, donc est-ce qu'on peut faire un tout petit récap de la différence entre euthanasie, suicide assisté et fin de vie en général? Alors, suicide assisté, comme son nom l'indique, c'est un suicide, ça veut dire que la personne, c'est la personne concernée qui a demandé la mort et qui, justement, va faire le geste de s'administrer un produit qui va, justement, lui permettre de mourir. Mais voilà, c'est un produit, par exemple, c'est dans un encadrement comme ça c'est fait en Suisse. Tu mentionnais Jean-Luc Godard tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se fait sous le contrôle, avec l'aide d'une association, sous le contrôle d'un médecin, avec un produit médical, on va dire. Enfin voilà, il y a une assistance médicale à ce suicide-là. Voilà, donc c'est différent. Et l'aide active à mourir, alors ça peut... Voilà, du coup, ça va être différent, c'est-à-dire que ça va être un geste qui va être fait, par exemple, par un médecin, justement, de faire passer la personne de l'autre côté. C'est très compliqué d'en parler, hein. Je ne vous cache pas que les mots mourir, c'est un peu genre... c'est un peu chargé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, peut-être pour... Il y a plusieurs remarques dans le chat. Donc, il y a Evers qui me dit que c'est sa première fois ici, elle découvre, ou il découvre, je ne sais pas, bienvenue. Coucou. Fateh qui nous dit qu'elle est là. Il y a aussi Fateh qui témoigne. Elle nous dit j'ai une pote dont la mère vient de faire un suicide assisté en Suisse. Okay. Et pas mal de revoir les termes parce qu'il y a beaucoup de confusion. Je ne connaissais pas les subtilités jusqu'à ce que ma pote m'en parle. Il y a aussi Tommy qui nous raconte dans le chat, parler de suicide assisté ou d'euthanasie, ça résonne différemment, rien que dans les termes. De fait, voilà, ça veut pas dire la même chose, puis en plus, voilà, on a tendance à parler d'euthanasie pour résumer tout ça, mais en fait, c'est un peu plus compliqué et les lois sont pas les mêmes partout. Et effectivement, comme le dit Fateh, en fait, aujourd'hui, sachant que ce n'est pas possible en France pour les personnes qui veulent abréger leur souffrance, on va dire, en ayant recours au suicide assisté ou à l'aide active à mourir, elles doivent aller à l'étranger. Donc par exemple en Suisse, comme l'a fait Jean-Luc Godard, ou aussi en Belgique, où l'euthanasie est, elle, autorisée. Donc voilà. Et aussi, alors il y a l'Espagne, je crois que c'est autorisé. Parce que j'ai pensé, moi, le seul film que j'ai vu là-dessus, c'était Me Before You. Et c'est aux États-Unis que ça se passe, et du coup, c'est autorisé aux États-Unis, ça. Alors dans certains États, alors je n'ai plus en tête les subtilités parce que c'est dans plusieurs États, mais c'est pas au niveau... Ok, je savais pas que c'était... je sais que l'Oregon et je crois l'État de Washington. L'Oregon sûr, je sais parce qu'ils en ont parlé à plusieurs reprises récemment. Voilà, donc c'est dans certains États que c'est effectivement autorisé. Il faut savoir que c'est vraiment aussi des choses qui sont très encadrées, c'est-à-dire... il faut faire une demande, il faut que ce soit examiné, il faut voir l'état de santé de la personne, l'avancement d'une maladie par exemple. Mais du coup, peut-être dans ce film-là, c'était pas accurate, enfin pas très précis, parce que moi, ce que je me rappelle, c'est un film où la personne est handicapée. C'est un film romantique, c'est ça, avec Emilia Clarke et Sam Claflin. Je sais plus son nom, mais oui, je vois de quel film tu veux dire. Voilà, et il me semble qu'il doit aussi changer d'état et que lui, il y a un côté, lui, il est pas en fin de vie, il est handicapé du coup. Mais du coup, il y a une nuance aussi avec ça. Enfin, ça du coup, oui, il y a une nuance, parce que par exemple, pour le cas de Jean-Luc Godard, j'ai pas vu le film, donc je saurais pas... voilà. Ouais, désolée. Je sais que le film aussi a été très critiqué par des militants antivalidistes, justement pour dire, en fait, c'est pas parce qu'on est handicapé que justement on est... Voilà, il y a toute cette dimension validiste à examiner, qui, j'espère, va être examinée, en tout cas, à travers ce débat citoyen qui va avoir lieu, parce que voilà, je vais y revenir un petit peu plus tard peut-être. Ouais, est-ce qu'on peut faire un petit point sur définir ce que c'est que le validisme pour les gens qui ne connaîtraient pas Le validisme, pardon, j'ai l'impression de mal avoir préparé mes notes, mais en gros, le validisme, c'est l'ensemble des discriminations et des oppressions que subissent les personnes handicapées et de manière... systémique. Voilà, de manière systémique et dans les définitions assez larges du handicap, qui peut être un handicap physique, un handicap mental par exemple, un handicap cognitif. Enfin voilà, pour voilà, faire ça, vous donner une définition, on va dire très générale, mais en tout cas par exemple, pour la faire courte, on vit dans une société validiste, par exemple, parce que les transports en commun qui devraient être accessibles à tout le monde ne le sont pas aux personnes qui sont en PMR, par exemple. Donc, voilà, personnes à mobilité réduite. Exactement. Voilà. Donc, qui pourraient être en fauteuil roulant, par exemple. Exactement. Il y a Maëva qui a juste une remarque. Attention de ne pas tomber dans l'eugénisme. Et aussi, donc c'est le spectre qui est un peu agité autour de ces questions. C'est une partie, c'est quoi, ça va. Alors, l'eugénisme, c'est... non, mais vraiment, ça fait... voilà. Désolée, on se pose que d'école, mais genre, c'était juste... non, c'est pas d'école, en fait. Enfin, c'est vrai, c'est des questions qui vont devoir se poser. L'eugénisme, c'est un... Je veux vraiment pas me planter dans les définitions. Je peux te donner la définition Wikipédia, si tu veux. Oui, je veux bien, avec plaisir. Mais en tout cas, c'est un projet politique. Que dit Wikipédia ? L'eugénisme, je cite, peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures d'une population en fonction d'un cadre de sélection prédéfini.
par exemple, ça va être la sélection de certains gènes plutôt que d'autres. Avoir, par exemple, que des blonds aux yeux bleus en sélectionnant dans les gènes, mais aussi des personnes qui... les nazis. Ce qu'ont fait les nazis. Oui, par exemple. On va se faire ban. On a le droit de dire non, ça. mais c'est vraiment une définition. Ça peut aussi être le tri à la naissance de l'embryon, donc prendre que les blonds aux yeux bleus, mais ça c'est difficile de déterminer déjà l'expression des gènes, mais ça peut être aussi choisir de ne pas garder un enfant qui pourrait souffrir de certains troubles ou non. Voilà, donc ça peut être le tri avant même pendant la gestation, quoi. Et voilà, si j'utilise le mot projet politique, qui est peut-être pas forcément juste, mais c'est de dire en fait de manière systématique, de décider qu'en fait les personnes qui pourraient avoir un handicap ou une malformation, ou en tout cas qui seraient pas définies, enfin qui rentreraient pas dans la définition de la norme, ne seraient pas en fait des êtres humains suffisamment viables pour vivre dans cette société en fait. Donc c'est pour ça que la question de l'eugénisme, tout d'un coup on voit peut-être pas forcément le rapport avec la question de la fin de vie, mais ce qui va se poser comme question avec ce débat, et je pense que c'est là qu'on peut faire le lien avec ce film, c'est de se dire à partir de... Qu'est-ce que ça signifie une société où justement il est possible de mourir à partir du moment où la société ne peut plus prendre soin de certains individus en fait, et que du coup oui évidemment là on a parlé des personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable par exemple et dont l'espérance de vie est assez limitée. Et je reviendrai un petit peu après sur la question du court terme, du moyen terme, parce que le président du CCNE en a parlé justement pour parler de ce débat qu'on va avoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire justement ? Est-ce qu'aujourd'hui, il va s'agir de décider en fait qui va faire société et comment on prend soin des personnes qui sont les plus vulnérables, les personnes atteintes de maladies, mais aussi les personnes âgées en fait. Et ça pose aussi ces questions-là parce qu'on a vu quand même ces derniers temps que on est une société qui prend déjà pas très bien soin des personnes âgées, qui prend pas très bien soin des personnes handicapées. Là, on parle des personnes aussi en fin de vie et justement la loi Claes-Leonetti, le reproche qui est fait notamment à cette loi aujourd'hui, enfin c'est pas un reproche qui est fait à cette loi, c'est que le problème de cette loi, c'est qu'aujourd'hui elle n'est pas suffisamment bien appliquée. Donc, un des sons de cloche qui va ressortir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une loi sur l'aide active à mourir, alors que déjà la loi Claes-Leonetti n'est pas suffisamment bien appliquée et que les personnes qui devraient bénéficier de soins palliatifs, c'est pas optimal en fait déjà aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout ça qui va se poser, donc ça va être un débat riche, complexe et très très dense, mais je pense déjà que là en 10 minutes, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais en tout cas voilà, ça va poser énormément de questions et on va dépasser clairement le truc de pour-contre très rapidement parce que ça va être, enfin j'espère en tout cas, parce que voilà, on sait que c'est jamais aussi facile que ça, mais en tout cas j'espère qu'on va pouvoir dépasser rapidement le côté je suis pour l'euthanasie, je suis contre l'euthanasie et justement parler en fait du fond de ces problématiques-là en fait. J'allais justement proposer un tour de table pour ou contre. J'espère qu'on va dépasser ces... Ce serait bien, Anthony. En tout cas, puisque personne ne veut le faire à la table, racontez-nous dans le chat. Non, mais dans le chat, ce qui peut être intéressant aussi de nous raconter, c'est continuer à nous partager vos questions, vos remarques. Et aussi, dites-nous, vous, c'est quoi les problèmes de fond que vous identifiez, quelles pourraient être les limites et les dérives de telle loi, en fait. Il y a Faté qui nous dit... Pour le coup, la mère de ma pote, elle souffre d'une maladie chronique douloureuse et elle a plus envie de subir sa vie en devant prendre une quinzaine de cachets matin et soir et ça fait 1 an qu'elle prépare son suicide assisté. Maëva nous dit qu'elle est pour qu'on révise ces lois et qu'on les améliore. Enfin, qu'on les améliore. Qu'on révise ces lois et qu'on envisage des aides actives à mourir, quoi. Mais du coup, l'eugénisme et le validisme me fait peur. Effectivement, ouais, c'est... toi, Inès, qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Émilie, après, c'est toi la suivante. Non, mais je sais pas, je pense que... Enfin, je vais répéter bêtement ce qu'a dit Maëlle, mais je pense que... Enfin, c'est un vrai débat, quoi. Je suis pas... Enfin, moi, je connais personne dans mon entourage qui serait concerné et tout, donc c'est difficile de me positionner dessus. En fait, le problème, c'est qu'on ramène toujours ça à des individus. Enfin, moi, ça me fait direct penser pareil à un grand-oncle que j'avais qui voulait y recourir. Je sais qu'il n'a pas pu finalement parce qu'on était en France et bref, il s'est passé d'autres choses. Mais je sais qu'il a été concerné. Donc forcément, on pense à des individus, mais comme on se dit, ça concerne potentiellement énormément de personnes. C'est compliqué de... En fait, théoriquement, ça peut concerner tout le monde. C'est ça. Et du coup, c'est compliqué de voir plus loin qu'un individu ou quoi. Donc c'est ça qui est complexe dans le débat. Je suis désolée de dire les termes comme ça, mais ça pose aussi, mais tu l'as évoqué aussi mal, c'est la question du fric en fait, c'est que déjà peut-être qu'il y aura des services demain qui pourront t'aider à mourir, il y aura peut-être un Uber euthanasie, j'en sais rien, tu vois. Et il y a aussi, en fait, quand t'as des personnes âgées...
Uber euthanasie, titre. Désolée, c'est une habitude de retenir ce qui pourrait être les titres. Non, mais il y a aussi, quand imagine t'as un enfant, un fils unique, et t'as 2 parents qui sont en fin de vie, qui sont très âgés, et en fait t'as pas les moyens de les mettre en maison de retraite. Parce qu'ils ont besoin, ils ont perdu en autonomie. Qu'est-ce que tu fais en fait? Genre, est-ce que tu empruntes? Est-ce que la plein de questions exactement qui sont hyper précises, il y en a plein. Est-ce que la perte d'autonomie des personnes signifie que on va les pousser gentiment vers la sortie, tu vois, genre la petite main dans le dos qui va dire maintenant c'est fini parce qu'en fait piqûre et dodo quoi. Et on vit dans une société. C'est la deuxième fois que je dis ça, il va falloir que ça s'arrête. Non mais notre société. Mais l'espérance de vie, elle augmente en fait, elle ne fait qu'augmenter. Donc en fait, on est sur une population vieillissante aussi. Donc en fait, on est les vieux de demain, certains plus vite que d'autres. Mais j'ai regardé Émilie. Waouh, vraiment, je me sens visée. Pardon, je suis obligée d'alléger un peu le sujet parce que c'est vraiment chargé. Donc ça m'insulte. Mais en tout cas, voilà, on est les vieux de demain. Donc effectivement, à quelle sauce on sera mangé? Et en fait, est-ce qu'il serait pas déjà temps de prendre soin des personnes âgées d'aujourd'hui et de faire en sorte que on puisse vieillir correctement et dans des conditions dignes, en fait, déjà, ce serait un minimum. Et ensuite, d'envisager qu'est-ce qu'on fait pour... si on autorise cette aide active à mourir, elle est destinée à qui? Et ça, déjà, voilà. J'en reviens justement à l'annonce de Macron. C'est-à-dire que Macron a fait cette annonce et il a choisi la date de mardi de manière très... pas du tout hasardeuse. C'est-à-dire que c'était la date où le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique, qui est une instance qui, en gros, examine tous ces enjeux liés à la médecine, à l'éthique, etc. Donc, qui se penche là-dessus avec tout un ensemble de spécialistes et qui présente des conclusions, on va dire, pour aider à trouver des solutions et potentiellement aboutir à des projets de loi ou des propositions de loi. Et en gros, le CCNE devait s'était autosaisi de cette question en juin 2021 et devait rendre ce mardi ses conclusions là-dessus. Et il s'est prononcé de manière extrêmement prudente et nuancée sur... Oui, il serait possible d'avoir une loi sur l'aide active à mourir, mais en mettant aussi pas mal de précautions et de dire, ok, en fait, il faut l'encadrer pour certains cas, c'est-à-dire pour certaines maladies, pour certains stades aussi d'avancement de maladie. Voilà, on ne peut pas dire, ok, c'est possible, et au moment où les gens le décident, il s'agit aussi de voir l'autonomie des personnes, c'est-à-dire l'autonomie, mais aussi les personnes, comme tu disais, la question de l'argent et de la dépendance des personnes âgées, en fait, elle va se poser aussi là-dessus, en fait. Ouais, parce qu'on va se retrouver dans des cas de figure où tu as ton grand-parent qui te coûte en maison de retraite 4 000 € par mois parce qu'il est plus du tout autonome, versus une aide active à mourir qui pourrait être beaucoup moins coûteuse en fait. Du coup, c'est la question du consentement aussi. La question du consentement. À quel moment les personnes sont suffisamment conscientes et autonomes pour décider elles-mêmes de leur destinée et de la façon dont elles veulent en finir en fait. C'est aussi ça la question qui va se poser, c'est qu'à quel moment la lucidité en fait des personnes, notamment des personnes malades. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des questions éthiques mais assez vertigineuses finalement. Ça va englober énormément de choses. Et aussi, je me dis... oui, il y a aussi la question du privé ou du public. Je me dis, est-ce qu'on a intérêt à garder ça le plus public possible, que ça reste un service de santé public, et pas ouvrir ça au marché, parce que, je pense que Uber euthanasie nous guette. Je regarde rapidement le chat. Continuez à poser vos questions, vos remarques. On vous écoute, on vous lit. Faté nous précise que du coup la pote dont elle parlait tout à l'heure, sa mère était suisse, donc elle n'a pas eu besoin de se déplacer. Elle nous dit que ça peut être aussi un sacré business. Tommy nous dit le capitalisme qui aura encore innové. Et aussi, Faté nous dit que ça pose la question de la vision de la société sur le suicide. Effectivement. Qui est un grand tabou de toute manière. Ça, c'est une évidence, tout à fait. Ouais, et d'ailleurs, Jean-Luc Godard, en ayant recours à un suicide assisté en Suisse, il a exprimé dans les médias, il a fait savoir dans les médias par le biais d'autres personnes qu'en fait, il voulait que ça se sache que c'était un suicide assisté. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que, par rapport à Godard, c'est que lui n'était pas malade, mais il avait dit qu'il était épuisé, c'est-à-dire, et qu'il ne voulait, dixit, pas finir dans une brouette. Voilà. Bon. Pour ce que vaut de cette phrase, si elle est validiste, par exemple, on pourrait la décortiquer de manière plus précise. Mais en tout cas, il s'agit aussi d'un homme qui avait 91 ans et qui dit, en fait,
je pourrais encore tenir tant d'années, je ne sais même pas combien, c'est-à-dire qu'il n'est pas atteint d'une maladie incurable et on lui dit monsieur, vous en avez pour 2 ans, vous en avez pour 6 mois, vous en avez pour moins ou plus. Il ne sait pas, peut-être qu'il aurait pu vivre centenaire en fait, on ne sait pas. Juste lui dit en fait, I'm done. J'ai fait mon temps et je décide dans les conditions que je veux organiser. Franchement, j'ai lu les titres de presse, j'avoue. Voilà, en fait, il y a eu l'annonce de sa mort et c'est arrivé juste après, mais parce que lui avait choisi de le médiatiser en fait. Il y avait des recommandations et donc c'est Godard évidemment que sa mort ça va être un peu médiatique. Mais en tout cas voilà, lui était juste un vieux monsieur qui avait décidé qu'il était fatigué. Et ça pose une question, et je pense qu'on peut aussi parler du fait que, bah oui, à un moment, est-ce qu'on a envie de se voir amoindri de plus en plus, etc. Enfin, ça pose vraiment des questions sur la manière dont on se voit vieillir, dont on se voit mourir. Enfin, ça nous met tous, c'est un truc sur lequel ça nous tombera tous sur la gueule un jour, en fait. Donc voilà, c'est vertigineux comme conversation ce midi, hein. Je suis désolée. Hein. Eh bien, on va passer à totalement autre chose. Ça, vous avez encore des questions, après des remarques? Après avoir pensé à notre propre mortalité et à la fin de la vie. Il y a une petite question de Tommy. Tommy qui nous demande, mais du coup, Godard était pas malade, on ouvrirait ça à tout le monde, j'ai pas tout saisi. Alors effectivement, Godard n'était pas malade. Voilà. Et c'est précisé dans l'article que j'ai posté juste au-dessus, Tommy. Non, je rigole. Tu lis pas Mademoiselle, il a Tommy décidé de mourir à 91 ans et il est mort le 13 septembre 2022, donc il y a quelques jours. Et voilà, donc il a fait ça en Suisse, là où c'est légal et permis, quoi. C'est-à-dire que, voilà, entouré par une association qui encadre le truc, avec un médecin qui va lui fournir la dose nécessaire du produit létal, et en fait, il va pouvoir le faire dans les conditions, à la date qui lui importe, et avec l'entourage dont il a besoin autour de lui. Et voilà, c'est vraiment... oui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'ai décidé de mourir. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est comme des personnes qui peuvent être atteintes d'une maladie incurable aussi, qui se disent, en fait, je sais que j'en ai pour 6 mois, mais ça va être 6 mois de traitement extrêmement dur, etc. Est-ce que je ne préfère pas mettre un terme à ça pour éviter des souffrances à moi-même, à mon entourage qui va me voir partir dans des souffrances. Enfin voilà, c'est... Il y a Vicas Coco qui nous demande est-ce que Godard a fait exprès de la date pour que ça coïncide avec le moment où le débat émerge de nouveau, ou c'est un hasard? Vraiment, je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas un hasard. Si le jour de la décision du CCNE c'était prévu, on savait que ça tomberait le temps, septembre, etc. Donc oui, j'imagine, il n'est pas... c'est quelqu'un de politiquement engagé, donc je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait, il avait toute sa tête. Il a créé un moment pour en parler, donc c'est plutôt... ça marche. ça marche, et ça s'inscrit dans toute une série de prises de parole. Il y a même Line Renaud qui n'arrête pas d'en parler depuis plusieurs mois. Et Line Renaud, du coup, qui est à ce niveau-là très vocale sur cette question, parce que elle milite avec une association qui s'appelle l'ADMD, donc l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, donc qui est une association qui milite justement pour une loi sur l'aide active à mourir. Qui est soutenue par pas mal de personnes, et du coup qui est vraiment qui est une asso hyper intéressante en fait, qui est vraiment dans cette idée que permettre aux gens de décider dans leurs termes la façon dont ils veulent être gérés médicalement, et que en fait il faut aussi laisser la possibilité en fait pour ces personnes-là. C'est vraiment un discours qui est intéressant à suivre, mais qui pose aussi beaucoup de questions, et que c'est pas des choses qui sont du tout évacuées par cette association-là. Ok. Tu vas ban Tommy, Anthony? Quoi, pardon? En mode c'est un troll. Alors, en tout cas, il n'y a aucune question et remarque tabou. Je ne vous bâcherai pas dans les commentaires du chat, vous inquiétez pas. On va pouvoir passer au sujet suivant. Ça, vous avez encore des questions et des remarques? En tout cas, c'est toujours le temps. On pourra toujours s'interrompre. Et si ça vous intéresse, on pourra suivre ça sur Mademoiselle. Je pense que c'est un truc intéressant à suivre. Donc voilà, si ça vous intéresse, on aura peut-être des occasions d'en reparler. D'accord, ok. Tapant. Merci à vous. Merci. Question suivante. On enchaîne. Le tatouage. Après l'euthanasie, le tatouage sans aucun rapport. Alors, dis donc, vous pouvez nous rappeler qui vous êtes, Inès et Émilie? Dis donc, hein. Dis donc. On est la team vidéo de Mademoiselle. Vidéo. Pas au complet, mais une partie de la team vidéo. Une partie, ouais. Ok, merci. Non, je rigole. Ça va, quoi. Maintenant, on peut se permettre d'être un peu plus... Plus léger, voilà. Désolé, on arrête de plomber l'ambiance, promis. C'est clair, j'aurais désolé. On va parler... Mais merci, Mel, c'était hyper intéressant, mais vraiment. Je suis contente d'en avoir parlé. Et les sujets tabous, les vérités tuent, les vérités que l'on silencie deviennent vénéneuses, comme dirait Christiane Taubira, Titanic, je crois, je ne sais plus.
Voilà, donc le tatouage, qu'est-ce que c'est en cet art ancestral J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, 21h, il est mort. Oh non, Ça arrive. Oh, ça arrive. Là, Bah, c'est le on Non, peut mais parler ça- des morts, c'est Je bon. m'enfonce. Ok, donc vous avez fait une vidéo super. C'est quoi? Super. Elle est où? Est-ce qu'on pourrait la regarder, s'il vous Alors, plaît? Un petit oui, extrait? On va pouvoir faire regarder l'extrait. des extraits, bien sûr. Elle est sur la chaîne YouTube de Mademoiselle, mais pas que, c'est Et ça? sur Instagram aussi. Et bientôt Waouh! sur Snapchat. Bientôt sur Snapchat. Waouh! On n'arrête pas le Pour les plus progrès. jeunes d'entre vous. Allez, c'est parti. À vous les studios. Attends, on va pas tout regarder. La vidéo dure 13 minutes. Mais un donc moment. N'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, je vais mettre. Peut-être. Je vais mettre le petit lien. Ouais. Alors. Alors, Au début. Dites-nous dans le j'ai chat pas si je codé suis cette gênant. vidéo. Donc déjà, peut-être je vais rappeler ce que c'est le format. Donc c'est un format React. On invite 2 personnes concernées par une thématique et elles lisent et répondent à des tweets, Ouais. des vrais tweets, Sur des pour clichés, déconstruire des clichés sur une la thématique. Donc là, c'est les tatouages. Du coup, on a invité 2 tatoueuses. Donc, il y a Marina et Denici. Ouais. Bon, alors, il y a plein de thématiques, j'ai quand même codé la vidéo. Est-ce on en choisit peut-être 2, 3? Moi, j'aurais envie de parler de l'appropriation culturelle. Il y a tatouage et grossesse, le plagiat dans le tatouage, tatouage et santé mentale, l'addiction au tatouage, le racisme dans le milieu du tatouage, qui est une très grande partie. Bah, peut-être qu'on peut regarder ça. Trouver un travail quand on est tatoué, l'appropriation culturelle dans le tatouage, le prix des tatouages, balance ton tatoueur et l'encre végane. Mel, elle a envie de parler de balance tatoueur. Bah non, mais tout m'intéresse, mais il faut faire des choix. Non, mais Bah, dites-nous en vrai, vous, ce qui vous intéresse. non, plus, parce qu'on le l'a déjà vu. racisme dans Déjà, le Anthony tatouage. et Mel, vous avez vu la vidéo ou pas? Bien sûr que oui. Pas encore. Il faut la- sachez ça sera la surprise. J'adore. que j'ai activé la petite cloche sur mademoiselle.com J'adore. Faites sur pareil. YouTube. Activez la cloche. Mettez un pouce bleu, lâchez des commentaires, ça aide pour le référencement, ça nous permet de remonter et de faire du meilleur contenu. Merci, bisous. Vous pouvez dire par exemple, d'ailleurs si vous venez de Jeudi Tout, allez tout de suite sur YouTube, mais dans un nouvel onglet, hein, vous restez là, Oui, oui. et vous mettez des petits commentaires genre emoji tête de mort. Non, bah du coup, non. Non pardon, je rigole. Emoji araignée. Non. Voilà. c'est- Si, emoji araignée, c'est bon. Emoji araignée. Emoji Genre araignée, comme ça vas-y. je peux tester mon influence, savoir si je ferai un Il y en bon aura pas. goût. Il n'y aura pas Je vous d'émoji. Moi, araignée. j'y crois. Un seul, s'il vous plaît. Merci. Ouais, vraiment, s'il Si. vous plaît, soutenez-moi. Je vous mets l'emoji araignée et même toile d'araignée dans le chat, comme ça vous n'avez plus qu'à copier-coller parce que je vous mâche le travail, je suis quelqu'un de formidable. Du coup, tu disais, on peut peut-être parler du racisme dans le milieu du tatouage, je suis d'abord. Oui. Et en vrai, on n'est pas obligé forcément de montrer la partie sur l'appropriation culturelle, on peut en parler en dérivant de ça aussi. Mais Ok, ça dépend. bah let's Oui, go. grave. Vas-y, mais. Non mais je tombe sur des romans sans déconner. Il y a 2 ans, j'ai lâché un thread où j'expliquais à que les tatoueurs parisiens refusaient régulièrement de tatouer les personnes noires. Ouh, intéressant. Il y a plein de gens, entre parenthèses blancs, qui cherchaient des arguments pour défendre leur tatoueur et maintenant ils viennent riposte, balance ton tatoueur. On a beaucoup de choses Alors, à dire. En J'attache fait, mes cheveux. non mais il y a tout un mythe autour des peaux noires dans le milieu du tatouage. Des mythes qui datent de 20-30 ans et qui sont toujours un peu d'actualité. T'as des tatoueurs qui vont justement, tu vois, diffuser cette idée, Ce truc. ouais voilà, que en fait, tu peux pas tatouer les peaux noires parce qu'en fait, ça rend pas bien. Moi, j'ai toujours des gens qui viennent m'envoyer des DM juste pour me demander si c'est possible de tatouer des peaux noires. Alors, Ouais. à chaque fois, moi, ça Ouais. me brise le cœur Ouais. parce que je suis noire. Et pour le coup, j'arrive pas à comprendre ce truc dans le sens où toutes les peaux sont tatouables. Moi, ma meilleure amie est albinos, elle peut se faire tatouer. À partir du moment où tu as une lésion sur le corps, là oui, tu peux pas te faire tatouer sur la zone où il y a une lésion de la peau, genre de l'eczéma, du psoriasis. C'est Ok. ça. Moi, je pense qu'il y a aussi ce problème de manque de représentation Oui. dans le Oui. dans le milieu du tatouage, que ce soit tatoueur ou tatoué. Vous allez sur plusieurs profils de tatoueurs, vous C'est allez voir ça. qu'il y a des tatoueurs ou des tatoueuses qui tout simplement ne postent postent pas. de tatouage sur les peaux noires. Et l'excuse de ouais, mais sur photo ça rend pas bien. Bah, tu prends une ring light, voilà, Ouais, c'est très ça, simple. t'achètes du Tu matériel. mets de la lumière et puis c'est très bien. C'est Voilà, ça. c'est tout. Faut vraiment être... Fais ton travail, vraiment. Je reprends ta ring light. Grave. Fais les photos. Bah, du coup, l'extrait sur le racisme Voilà. est fini. Je sais pas Waouh. si vous avez des réactions, des questions, des interrogations. C'est sur un autre sujet, mais ça m'a rappelé le fait que j'avais vu plusieurs tatoueuses parler du fait aussi que sur les photos, sur les comptes Insta des tatoueurs et des tatoueuses, on voit un peu, déjà on voit jamais de peau noire effectivement parce que voilà, comme ça a été très bien expliqué là, mais aussi on voit pas de corps gros.
On voit toujours des corps toujours très skinny. Et justement, il y avait... alors, c'est pas pour justement les résultats des tatouages, mais pour quand les tatoueurs et les tatoueuses font des flashs, il y avait... je sais plus qui était le tatoueur ou la tatoueuse qui avait fait ça, mais en gros, la personne avait préparé des photos en fait de personnes de corps gros justement qui n'étaient pas dans des normes de beauté skinny et classiques, justement pour que les personnes qui montrent comment le flash ferait sur ton épaule, sur ta cuisse, sur ton truc, le fassent sur des corps qui sont justement un peu différents, et en fait mettez à disposition ces photos-là pour dire en fait pour montrer vos flashs comment ça ferait sur la peau. Prenez plutôt ces visuels-là, et parce que de la même manière qu'on voit jamais de peau noire dans les books des tatoueurs ou des tatoueuses, en fait c'est toujours c'est jamais des corps gros aussi en fait. Grave. C'est toujours les mêmes problèmes quoi. Ouais, totalement d'accord. Et en plus, par exemple, par rapport à Instagram, qu'est-ce qu'on met en avant sur Insta, ça a la croisée de biais algorithmiques qui reproduisent des biais humains. C'est pas Instagram qui invente des critères de beauté, genre on privilégie les personnes minces aux personnes grosses. C'est vraiment, ça reproduit des biais humains. Et il y a une prime à la nudité sur Instagram qui est accordée aux corps minces et valides et blancs et qui ont l'air cis-hétéros. Je vous mets un lien vers un article de Mediapart qui avait été fait et qui se reposait sur une étude hyper intéressante justement pour chiffrer à quel point les photos où la peau, où il y a un certain pourcentage de peau nue, mais pas trop, étaient valorisées, favorisées. Alors qu'une personne grosse qui s'afficherait nue, il y aurait trop de peau d'après l'algorithme, et du coup il censurerait ou juste invisibiliserait le post en question. Du coup les tatoueurs se retrouvent à devoir faire avec ces algorithmes-là et se dire plus je mettrais des femmes minces, blanches en avant, et plus il y aura de likes sur mes photos quoi. Donc c'est hyper intéressant aussi de se rendre compte que ça a la croisée de questions algorithmiques aussi. Mais dans les books des tatoueurs sur place, dans leur salon, je vois pas ce qui les empêche de mettre des corps gros, si ce n'est effectivement leur propre biais humain grossophobe quoi, par exemple. Grave, j'allais parler de l'algorithme en plus, mais du coup tu l'as très bien dit. Donc mais j'allais parler du fait que les tatoueurs aussi, et c'est vrai que ça on en a pas parlé pendant le tournage aux tatoueuses, mais le fait qu'ils se font... Enfin, la plupart du temps, leur business se fait sur Instagram. Enfin, c'est là qu'ils montrent leur création et tout. Et souvent, ils sont censurés justement parce qu'ils montrent des photos de corps. Et j'allais parler aussi du fait que l'algorithme Insta censure encore plus les corps nus en règle générale, mais les corps nus gros encore plus. Donc, ça aide pas pour la représentation, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un service à inventer, une appli par exemple, pour trouver des tatoueurs, tatoueuses qui correspondent à nos critères, que ce soit éthique ou d'encre ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je pense qu'on peut passer à la séquence sur les encres véganes, je la trouve hyper intéressante et c'est encore sur des questions de loi actuelles là, qui secouent l'Europe. Pour le coup, par contre, ça, je pense qu'elle a réfléchi en commentaire, il me semble qu'il y a des nuances à faire. Elle explique, parce qu'elle explique en gros de Nissi que... Est-ce qu'on montre l'extrait d'abord ? d'abord ? Vas-y, monsieur, mais il faudra nuancer après du coup. Ok, du coup là on va montrer un extrait sur la question des encres véganes dans le tatouage. Vas-y. L'encre végane pour les tatouages, c'est tellement mieux. Alors, gros mythe, attention, voilà. debunk dans 3, 2, 1. Toutes les encres sont véganes. Voilà. Vendues en Europe en tout cas. Exactement. Voilà, toutes les encres sont véganes. Il faut savoir qu'en France, en tout cas en Europe, tous les produits cosmétiques ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, c'est comme ça. Et les encres aussi, et surtout que déjà les encres, il faut savoir que les pigments dedans sont des pigments minéraux et non pas animaux. Mais toutes les encres sont censées être véganes en Europe, hein, je dis bien. Si tu achètes ton encre sur un site chinois, là, sur Amazon, voilà, tu as des chances de tomber sur des trucs qui sont pas véganes parce que les réglementations ne sont pas les mêmes. Après, tout le matos n'est pas forcément vegan. Tu peux avoir de la vaseline qui n'est pas végane parce qu'elle peut contenir de la cire d'abeille. C'est ça. Voilà, tu peux des avoir produits, exactement, tu peux avoir les machins, les gels de stencil qui peuvent très bien contenir encore une fois du miel ou des trucs apaisants issus d'origine animale. Mais en tout cas, l'encre est végane. En Europe, est végane. C'est végane. Au revoir, mademoiselle. Et donc, dans les commentaires... alors, je vais montrer le commentaire qu'elle a mis. Ouais, dans les commentaires, elle explique... Effectivement, toutes les encres ne sont pas véganes. Il existe encore des encres qui utilisent de la gélatine ou du charbon à base d'ossements d'animaux, mais elles sont plutôt rares en réalité. La grande majorité des encres vendues en France sont véganes, surtout depuis les nouvelles normes, mais pas tous malheureusement. En gros, voilà, c'est pas tout à nuancer, mais la plupart. Donc elle disait qu'il fallait pas non plus rester bloqué là-dessus. Elle disait qu'elle-même, par exemple, elle met dans sa bio encre végane. Parce qu'elle utilise encre végane, mais elle sait que la plupart du temps, elle utilise en fait les encres véganes. Et puis tout le monde lui pose la question souvent, parce que les gens font attention à ça, du coup elle l'a mis dans sa bio. Elle l'a mis en fait pour que les gens sachent, mais elle dit que dans la grande majorité, les encres de toute manière utilisées sont véganes. Voilà.
Je me posais une question d'ailleurs par rapport au sexisme dans le tatouage, mais justement côté tatoueur-tatoueuse, est-ce que on a une idée de la parité dans la profession et est-ce qu'elles ont souffert de sexisme si elles veulent devenir devenant Je crois que tatoueuse? oui, elles en parlaient. Elles n'ont pas trop parlé à la caméra, après on en parlait un petit peu, elles disaient quand même que oui, il y a quand même une grande majorité d'hommes dans le tatouage, dans des tatoueurs, d'hommes blancs. Et qu'en tant que femme, sauf qu'elles sont assez jeunes, Dénicy, elle a 22 ans. Je crois. Ouais, elle est très jeune. Donc du coup, elle disait c'était compliqué forcément de se faire une place et que t'es moins prise au sérieux, tout ça, quoi. Est-ce que les clients et clientes, justement, sont plus réticents à aller voir des femmes tatoueuses, par exemple? Est-ce que vous, personnellement, vous êtes tatouée, d'ailleurs? Oui. Tout le monde. Ah, Mais waouh, moi, je suis quelle tatouée surprise, et tu vois, vraiment, mais... j'ai aucun tatouage qui a été fait par des femmes. Après, j'ai pas 30 000 tatouages non plus. T'as Et pas fait c'était un tout, critère de C'est sélection pas pour du tout toi? un critère, mais Comme il y a mais plus c'est vrai d'hommes que quand tu tatoueurs. vas dans les events et tout, il y a quand même plus de mecs, quoi, j'ai l'impression. Bah oui, donc t'as pas trop le choix, entre guillemets. Après, je me demande aussi s'il y a des tatoueuses qui renoncent pas au tatouage parce que des clients seraient un peu excessifs pendant les séances de tatou. Ouais, mais à l'inverse aussi, il y a peut-être aussi des personnes qui. Enfin, veulent pas se tu vois, il y a faire le tatouer. mouvement Balance ton tatoueur, il y a peut-être aussi du coup des tatoueurs qui, eux, sont problématiques parfois avec leurs clientes, tu vois. Enfin, Ah, mais ça, c'est sûr, mais de toute façon, Ouais. c'est indéniable, genre... Mais ça, en fait, c'est juste que c'est une ambiance. Enfin, après, du coup, juste pour l'histoire, moi, mes parents sont grave tatoués. Et du coup, j'ai beaucoup. Enfin, quand ils ont fait une crise de la quarantaine, ils sont tous fait tatouer, genre le corps entier à 40 ans. Du coup, j'ai été pas mal dans des salons de tatouage quand j'avais 15 ans. J'ai souvent vu leurs séances de tatouage et tout. Et c'est une ambiance lourde quand même. Enfin, genre les tatoueurs, quand c'est des mecs, voilà, c'est lourd. Enfin, genre, ça donne pas. Bah Tu sais, c'est pour ça ouais. que je suis pas tatouée, mais ça donne pas super envie. Genre, c'est un peu lourdingue des fois. Oui, puis en plus, t'as une proximité quoi avec la personne, Ouais. genre. Et ça fait des blagues quand même. T'es un Mm. peu en mode oui, enfin, genre pauvre quoi. Mm. Donc même si c'est pas. Voilà. Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que du coup, il y a plein de gens qui s'accordent à dire que les tatoueurs mecs, certains sont très lourds, même beaucoup d'entre eux, et pourtant il n'y a pas plus de femmes dans le tatouage. Et pourquoi toi, par exemple, Inès, ça n'a pas été un critère de sélection? Tu t'es jamais dit, je veux que ce soit une femme qui me tatoue parce que j'en ai marre des mecs lourds? Bah moi j'ai jamais eu de... Enfin pour le coup ça s'est toujours pas bien passé, genre je suis tombée sur des tatoueurs safe et bienveillants et tout. C'était pas un critère mais... Enfin je sais pas, genre c'est juste le hasard mais c'est vrai que ça peut devenir un critère de me faire tatouer par des femmes, ne serait-ce que pour mettre en avant leur travail parce que c'est ce qu'elle disait, elles galèrent un peu à se faire leur place dans ce milieu et Ouais. tout donc... C'est un peu le geste militant de choisir des Ouais, meufs voilà. parce que Et tu toi, sais qu'en fait. ça va Maëlle, être du un- coup, ça c'est un critère pour toi ou pas du tout? Bah, au départ, mes premiers tatouages, non. Et maintenant, c'en est un. Ouais mais tu de vois ouf. je pense moi Enfin, aussi ça va maintenant, devenir. j'irai plus voir un mec juste parce que, envie d'un truc. Enfin, d'une garantie de safeitude, on va Mm. dire. Et aussi pour valoriser le travail des meufs. Parce C'est qu'en ça. fait, en plus, sur mon Insta, je suis majoritairement des meufs qui font Mm. du tatou, en fait. Donc, Après, voilà. ça vaut pour Mais à plein la base, d'autres, c'en était pas un. Mais j'ai pas eu de mauvais. Enfin, les 2 tatouages que j'ai fait chez des mecs. C'était pas il n'y a pas eu de problème, enfin c'était même plutôt des interactions plutôt cool, enfin après c'était il y a vraiment longtemps parce que du coup c'était mes premiers tatous quoi. Mm. Il y a plusieurs personnes qui réagissent dans le chat. Il y a Maud Deep qui nous dit que c'est la première fois qu'elle est dans le chat. Enfin, elle nous dit j'ai aucun tatouage fait par un mec cis. Et j'ai envie de t'applaudir pour ça. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer, Maëlle? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être tatouée que par des femmes? Enfin, non plus par des hommes cis. Je sais pas, juste comme plein de trucs où je privilégie plus de lire. Après, c'est pas essentiellement ça quand je lis des bouquins, par exemple, tu vois, mais les juste docteurs ou des trucs comme ça, quoi. privilégier juste le fait que, en fait, ouais, je sais pas, l'interaction est plus cool et puis t'as envie de parler avec la personne et voilà, j'ai juste envie de passer ce moment-là avec une meuf, en fait, et ça m'intéresse plus. Ouais, puis juste, je suis une tripotée de tatoueuses et c'est plus leur travail que je ferai. Après, il y a quelques mecs que je suis, tu vois, mais voilà, j'ai envie, c'est juste un petit geste militant de je vais leur donner ma thune et les soutenir plus. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, et ce que Tommy il est en train de dire dans le chat aussi, t'as une certaine intimité, quoi. Ouais, Enfin, genre, c'est ça. Complètement. Tu vas passer c'est quand même ton corps, 3-4 quoi, heures avec ouais. une personne. Bon, voilà. Enfin, après, tu peux passer aussi. Enfin, tu vois, le tatouage que j'ai dans le dos, c'était vraiment. Enfin, c'est un mec qui m'a tatoué. Vraiment, j'étais allée dans un. Oui, Pardon, ça me regarde pas. à l'épaule, pas vraiment dans le dos. Mais en gros, c'était rigolo parce que j'arrive. Donc, le tatoueur était vraiment un type, je sais pas, de 55 ans, tu vois, vraiment un vieux gars tatoué, gros, enfin un métalleux, tu vois, vraiment genre tatouage de biker et tout, donc je me disais, waouh, ça va être sympa, tu vois, je m'attendais à un truc bourrin et tout, et vraiment, donc je m'allonge, il commence à me tatouer, il a mis la musique, et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais me taper, tu vois, et en fait, c'était du Étienne Dao, et en fait, il a passé 1h30 à me chanter du Étienne Dao dans l'oreille en me tatouant, tu vois, bon, j'ai eu très mal, parce que vraiment, il m'a fait très très mal, parce que, il y allait un peu comme ça, mais voilà, c'était quand même rigolo, tu vois, enfin, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'était
c'était quand même, ça reste un souvenir marrant, tu vois. Bah, c'est marrant. C'était pas horrible. Ta remarque intervient pile au moment où Faté raconte dans le chat. Je trouve aussi que quand tu corresponds pas au cliché du tatoueur full tatou métalleux et doc, t'as d'autant plus de mal à te faire une place. Voilà, avec des surprises parfois. Mais c'est vrai, je comprends ce que tu dis. Et mais justement, c'est ça qui m'intrigue. Je me dis. Toi, t'es pas tatoué, Anthony? Non, mais si je devais me faire tatouer, j'irais voir. J'irais pas vers un mec 6 en fait. Ouais. Genre vraiment, ça me dégoûte. Et aussi. Genre vraiment, ça dégoûte. C'est bien, on applaudit. Mais ouais, non, mais genre, je sais pas. C'est mes critères après. Je me dis, j'aurais peur qu'il soit chiant, qu'il soit lourd, comme dans Partout ailleurs en fait. Enfin, mais. Choices. Oui, c'est ça, en fait, t'as le droit de choisir qui tu vas voir avec les raisons que t'as en fait. Ouais, effectivement, ils ont déjà pignon sur rue Partout ailleurs, autant choisir une minorité de genre. C'est clairement plus facile pour eux, enfin, on le voit bien avec vos intervenantes, quoi. Tommy continue de troller et dit Anthony est noir, ça rendrait pas bien. Il aimerait aussi entendre l'histoire de tatouage de la mère d'Émilie, mais à Émilie de choisir si elle veut la raconter ou Je pas. suis pas sûre de quoi il parle, mais en vrai, juste. Je suis pas sûre de quoi il y a parle, plusieurs ouais. histoires, genre. Non, parce que mes parents sont très tatoués, c'est pour ça, donc il y a plusieurs tatouages. Mais ah si, bah, je vois ce que c'est bon, j'ai identifié. Parce que ma mère, en gros, s'est fait tatouer, donc dans le dos, elle a tout un. Il fait des signaux, ça me. Non, à Inès, j'ai soif, j'aimerais boire. S'il vous plaît. Je récusais, genre. Non, j'essaie de pas t'interrompre en fait. Et bah, c'est réussi, bravo. Du coup. C'est une prof de SVT. Bravo, Anthony, vraiment, tu voulais partager ce que t'as à dire avec toute la classe, c'est ça? C'était intéressant. Ça valait le coup. C'est traumatisé. Du coup, non, je pense que. Ah si, mais en gros, elle s'est fait tatouer un dragon dans le dos. Voilà. Et donc. Voilà. Mais elle a mis aussi nos prénoms. C'est tout un délire. Et donc, du coup, elle s'est fait tatouer un dragon. Et c'était son premier. Enfin, ma mère, son premier tatouage, c'était ça. C'était un énorme truc dans le dos, une pièce qui fait tout son dos, quoi. Donc, elle arrivait, en mode, mais ça fait très très mal, en fait, parce que mon père lui a dit ah, mais c'est comme un coup de soleil, t'inquiète. Évidemment, pas du tout comme un coup de soleil pour elle, en tout cas. Et puis ça dépend des gens, ça dépend de où tu te fais tatouer. Si c'est une grosse pièce en plus, tu douilles quoi. Ma mère elle fait jamais chose à moitié, donc forcément elle est en mode grosse pièce direct, bim bam boum. Et en fait elle est rentrée la première séance, parce que c'est au moins 5 ou 6 séances. Et elle a dit mais j'ai pas le finir. Genre je m'en fiche, je vais avoir deux yeux de dragon, j'ai arrêté, genre j'en peux plus, c'est horrible. Et elle a vraiment hésité à le finir. Elle l'a fini, c'est bon, je vous rassure. Il y a pas juste deux yeux de dragon. Mais du coup elle a fait ça en combien de séances? C'est 6 séances je crois, c'était vraiment, c'est un énorme dragon. Avec de la couleur et tout? Ouais, couleur, il y a des fleurs, il y a tout, il y a la symbolique. Elle a réfléchi ouf, elle l'a composé, les fleurs pour sa mère, les prénoms des enfants. Mais du coup, elle l'a fini, mais c'était très compliqué. Je pense que c'était ça l'histoire. D'ailleurs, il y a Merci Émilie, tapant. De rien. Mais il y a un extrait dans la vidéo YouTube que je trouve hyper intéressant. Enfin, en tout cas, je suis pas tatouée, et du coup, peut-être que c'est une idée qui est déjà connue du grand public, mais moi, je savais pas. C'est sur la douleur, justement. On apprend dans cette vidéo YouTube génialement réalisée par Émilie et Inès que la douleur augmente à mesure qu'on se fait tatouer dans la vie. À l'échelle d'une vie, la douleur augmente au fil des tatouages. Donc, on va balancer cet extrait. On va balancer cet extrait. Et c'est Le problème, tu te fais un tatouage, après tu t'arrêtes plus. Oh oui. Mais je crois qu'il y a trop un truc un peu scientifique derrière, tu vois. Ouais. Par exemple, quand tu te fais tatouer, faut savoir que en fait ton corps t'envoie de l'endorphine pour on va dire diminuer la douleur du tatouage. Tu vois. Ça, ton corps t'auto-shoot, tu vois. C'est ça. Genre te drogue à ton insu. Mais attention, plus tu te fais tatouer, plus tu as mal. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, quand tu te fais beaucoup tatouer, en fait ton corps va de moins en moins t'envoyer de l'endorphine parce qu'il va connaître cette douleur. C'est ça, en mode c'est bon, je ouais, genre on connaît ça et on sait que c'est inoffensif. Moi j'ai done that. Moi je sais pas. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore ça. Genre, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 tatouages. Et j'ai pas trouvé que ça faisait plus mal. Ils sont sur le même endroit Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a pas Après, c'est pas beaucoup non plus. Sachant que moi, j'ai des toutes petites pièces. Hein. C'est pas des tatouages. Moi, j'ai pas 6 séances en 1 heure, c'est fait, tu vois. Enfin, c'est des flashs, quoi. Oui. Mais toi, Maëlle, t'en as plusieurs aussi. J'en ai 4. Mais le dernier. Enfin, j'ai noté aussi la différence entre à la machine et au NPOC. Oui. Clairement, ça n'a rien à voir. Et moi, le dernier que j'ai, c'est un NPOC. Et vraiment, c'était 4 heures de là, tout va bien. C'est plus long, mais ça fait beaucoup moins mal. Je suis d'accord. C'est ça. Et puis même la cicatrisation est plus cool. Enfin, tout est vraiment mieux. Donc, est-ce que c'est pas plus cher? Non, aussi parce que c'est plus long. Ouais, 4 heures, c'est forcément 4 heures de boulot, c'est forcément long. Ça demande beaucoup de concentration à la personne. Enfin, donc je pense que c'est un peu plus cher, mais après. Toi, c'est quand même une grosse. Enfin, il est quand même assez gros ton NPOC, tu m'avais montré. Ouais, c'est 4 heures. Mais voilà, du coup, en termes de douleur, c'était vraiment genre. Bon, je vais attendre, quoi. Tu vois. Tu sentais rien du tout? Rien. Wow. Rien de rien. Franchement, c'est grave doux, le NPOC. Ouais. Non, mais genre même pas un pic. C'est vraiment genre comme ça, mais ça rentre pas beaucoup dans la peau. Enfin, c'est vraiment genre.
Enfin, après, chacun est différent par rapport à la Non, mais douleur. je Donc, je pense vais pas que donner tout le de monde est leçon. très En vrai, différent ça fait parce pas que- mal. Ou Non, t'es mais la une machine, chotte, c'est tu vois, agressif mais C'est pour qu'un la coup de peau, soleil. quoi. ça fait un bruit pas possible. T'as l'impression d'être chez le dentiste. C'est agressif Ouais. pour la peau. T'as certaines tailles d'aiguilles où vraiment Et tu vois le puis, truc arriver. Tu moi, fais je genre sais que nope. Enfin, je saigne oh. beaucoup aussi. Et En à la plus, machine, c'est tu vois. encore pire, quoi. Donc, même dans pour la les machine, tatoueurs, c'est c'est pas brutal, pratique. hein. Ils voient rien parce qu'il y a du sang toutes les 2 secondes, ils doivent t'essuyer. Ouais, c'est clair. Ok. Je sais que celui-là, j'avais eu extrêmement mal à la fin, parce qu'à la fin, j'ai, pareil, 3 heures, 4 heures, et à la fin, j'étais vraiment en mode genre. Vas-y, montre à la caméra. C'est celui-là, en fait. celui-là, il est gros. Les points, en fait, il y avait 3 tailles d'aiguilles, donc les grosses aiguilles, ça c'est le gros trait, après le petit trait, et les points, c'était genre. Je sentais plus rien, j'avais plus de bras, j'avais plus rien, j'avais envie de pleurer, j'en avais marre, quoi. Mais bon, bah, faut bien finir, quoi. Ouais. On n'est pas des chochottes. Grave. Ok. Il y a un troll dans le chat qui essaie de nous insulter, je crois. 4 personnes dans cette pièce, 70 de QI combiné. Le concept est lourd, force à vous les frérots. Tu veux que je le batte Non, ça va. Je pense qu'elle est déjà repartie, cette personne qui n'avait pas de vie. manifestement. En plus, 70, ils disent pas par 4 également. Du coup, je suis un peu perturbée. Je suis en mode, c'est qui a plus de QI que l'autre genre, Voilà, c'était jamais. J'étais en mode, ils nous répartissent combien de points de QI chacun genre, C'est clair, Je pense que c'est toi précisé la un plus peu. intelligente, Émilie. C'est pour ça que j'ai fait cette remarque pour m'attribuer les 70 points. Waouh, vraiment. Archi vrai. Juju de Pêche nous dit ouais, le handpoke, c'est une caresse. De ouf. Faté ajoute je déteste le bruit, c'est de l'automutilation. Je pense qu'elle parle de la machine. C'est stressant, la machine. En vrai, quand le truc se met en route, t'es en mode genre, oh no. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, mais moi, tu vois, je préfère carrément les tatouages que les piercings, genre. Je déteste me faire percer. Je pourrais, même juste le lobe, je pourrais faire un Mais malaise. c'est tu rapide, vois. non? Ouais, mais je C'est déteste hyper, la sensation. La cicatrisation est chiante pour un piercing, alors que pour un Moi, c'est tatouage... vraiment le moment, même si ça dure qu'une demi-seconde, je Mm. déteste ça. C'est l'anticipation Ouais, qui je te fait comprends. peur Enfin, genre, c'est Non, l'anticipation. genre, ça me fait. J'ai envie de faire un malaise, genre, instant, ça me. Non, je sais pas, non, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, justement, ça sent... comme c'est rapide, enfin, j'ai l'impression que les trucs qui sont rapides, bah tu te dis c'est fini, c'est bon, genre c'est fait, tu vois. Alors que le tatouage, il y a cette idée de longueur, je me dis 4 heures, ou au bout d'une heure, justement, tu commences à dire Ouais, j'en peux justement, plus. t'as le Mais temps t'as de- le stress de minutes et après tu fais en fait ça va. et c'est Ouais. bon. Mais t'as même pas le temps de stresser en général pour ça, tu vois, c'est un piercing, c'est genre. Je sais pas, Ouais, j'ai j'aime juste pas. les oreilles, moi, mais. Bref. Je te crois, t'inquiète. Il y a une autre question intéressante qui est soulevée dans la vidéo React tournée par Mademoiselle. C'est la question de l'appropriation Ouais. culturelle. Mm, Du coup, Oui, attends, je retrouve ça, c'est celle d'après, je crois. l'une des deux Ah, non. tatoueuses est indienne elle-même et elle parle justement de tous ces gens qui se font tatouer des mandalas. Ouais. Déjà, qu'est-ce que c'est un mandala? Et bah j'ai peur de faire de la. Moi aussi, j'ai trop peur de dire de la merde. Elle parle pas, Mais elle parle même pas de mandala. Si elle en parle, si elle, elle- c'est pas elle ça, le dit. elle parle du signe home. Ouais. Ouais, elle poursuit là-dessus. Ouais. Ah merde, t'es pas sur la scène parce que j'ai trouvé le. Yep, l'extrait. ok, bah let's go pour l'extrait. D'ailleurs, je me pose la question. Si on me demande un tatouage qui me paraît je sais pas relever pourquoi. de l'appropriation culturelle, que ferais-je? Gros sujet qui va nous mettre en colère, ça aussi. Surtout, voilà, pour le Voilà. coup. Alors là, perso, moi, quand j'ai des clientes qui viennent avec des projets qui sont vachement ethniques, pour le coup, Ouais. déjà, je leur pose des questions, hein, c'est sûr. Je leur dis, mais tu sais d'où ça vient? Est-ce que machin? Et je me renseigne. Et souvent, c'est des gens qui viennent avec des projets qui sont issus de leur culture. Et là, je suis OK Ça, dans le c'est sens. ok. Par contre, moi, je demande toujours des trucs, genre, ça veut dire quoi? C'est- Est-ce que tu ouais, peux m'expliquer et tout, bien machin? sûr. Parce que, Bah, quand même, il tu faut vois. quand même savoir ce que tu fais. Le tatouage n'est pas issu de l'Europe, n'est pas issu de la culture française. Voilà, c'est à la base c'est même, historique, l'essence en fait, même genre, du tatouage, ce n'est pas blanc. Moi, je vois clairement une différence entre l'appréciation et l'appropriation. Je veux dire, l'appropriation, quand c'est un truc que tu prends et que t'expliques rien dessus, t'es là, C'est ça. tu fais genre, t'as inventé le truc. Là, Parce que juste c'est vraiment, joli. Donc c'est Ouais. joli, du coup je le propose. Là, stop. Mais quand c'est un truc où vraiment t'es dans le partage et que vraiment t'expliques que c'est pas toi qui as inventé ça et que c'est pas dans ta culture et que tu veux juste partager le fait parce que t'es en accord total avec C'est ça, ça. moi je trouve ça plutôt C'est ok. ok. Enfin, encore une fois, genre la culture indienne, c'est une culture qui est vachement, en tout cas en France, marginalisée. On n'entend pas beaucoup parler de l'art indien et tout, et pourtant. Dans le tatouage, oh là là quoi. C'est Enfin, hyper je veux dire, représenté. bah ouais, genre le mandala, tu crois que ça vient d'où en fait? Ça vient de chez nous les gars. Et c'est vrai que moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont perdu du sens. Par exemple, le signe Om. Enfin, je veux dire, le signe Om. Alors là, on a beaucoup parlé. Hein. Le signe Om, faut savoir qu'à la base, c'est un signe religieux en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est très très fort chez nous. Et c'est vrai que maintenant, ça a beaucoup perdu de son sens avec tout ce qui était mode du yoga et tout, de la bien-être, méditation. ouais. Ouais, voilà, du bien-être. Et c'est vrai que ça a perdu de son sens. Mais tu vois, je pense que t'as aussi une responsabilité Bah ouais. des deux côtés. Parce que, genre, en tant que tatoueur, bah, tu vas pas tatouer n'importe quoi sans vraiment savoir. Et en tant que tatoué, bah, tu sais un minimum ce que tu tatoues que- pas. ce que tu Ça reste ta demandes. vie, quand même. Oh. Il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas laissé au montage, mais qui était grave intéressant, qu'elle racontait. C'était, bon, j'ai plus le nom exact, mais en gros, il y a pareil
une forme. Non, c'était encore autre chose. C'était des motifs en fait qui en Inde sont tatoués par des femmes pour des femmes et qui ne peuvent pas être. J'ai plus le nom en tête. Ah, ça peut être tatoué sur n'importe quelle partie du corps. Mais qui ne peuvent pas être tatoués en dessous de la taille. Et en fait, elle disait qu'il y a plein de tatoueurs mecs qui proposent ça. Des blancs. Ou qui en ont eux-mêmes sur le corps à des endroits pas appropriés. Ah oui, en fait, c'est des gens qui se font tatouer ce genre de trucs sans même se renseigner sur d'où ça vient et la par sacralisation par qui ça. Enfin, oui, l'histoire de ça. Et donc, c'est hyper problématique. Et elle disait qu'elle nous en avait montré. Elle en avait un, je sais plus, sur les poignets, sur les mains, je crois. Donc, voilà. C'est problématique. Fatigue. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses sur la vidéo que vous vouliez évoquer, rajouter dans le chat? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Faté, tu nous disais quelque chose que les tatouages, c'était... Enfin, que les imitations de henné, c'est chaud. Effectivement, il y a plein de gens qui font ça ici. Non, mais dans le tatouage, appropriation culturelle, là, on parlait de la culture indienne, mais je pense qu'il y a énormément de choses. Ouais. Tu me parlais aussi d'appropriation culturelle en termes de... Non, c'est pas quand t'es allé en vacances et tu t'es fait tatouer et tu parlais des... Ah oui, je suis allée à Tahiti et là-bas, la culture du tatouage, c'est... tout le monde est tatoué là-bas, tu vois. Et tu connais les gens qui vont là-bas en mode... les babtous qui vont là-bas en mode... vivre un an là-bas et tout, et avant de partir, ils se font tout un tribal sur la moitié de leur corps. Enfin, je sais pas, c'était gênant, mais... Voilà, il y a plein de cultures de toute manière qui sont concernées. Ouais. Ok. Voilà. Merci pour cet ajout. D'accord, ok. Je remets la vidéo dans le chat parce qu'on n'a pas tout montré. Du coup, bien. allez regarder la suite. Allez, en tout cas, elle est trop bien cette vidéo. Donc, vous pouvez mettre plein de pouces bleus, des commentaires et même vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce petit sujet. Et ensuite, on peut embrayer sur la petite sirène ou alors sur. Non, la petite sirène, La petite sirène. La petite. J'ai oublié c'était quoi l'autre, donc très bien. Passons à un sujet fun. La petite sirène. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, Disney a décidé de faire un live action ou un remake de chacun de ses films cultes en version prise de vue réelle. Donc, passer du dessin animé à des acteurs et actrices qui jouent des trucs, y compris même Le Roi Lion, qui a été fait en image de synthèse de manière très bizarre. Du coup, là, ils ont fait La Petite Sirène en prise de vue réelle. Donc ça a été tourné, ça y est, c'est dans la boîte, c'est en cours de montage et ça va sortir en mai 2023, donc dans un sacré bout de temps. Mais ils ont déjà révélé un premier trailer, donc un extrait, où on peut voir Halle Bailey jouer Ariel, donc le personnage de la petite sirène. Dans le dessin animé initial de Disney, elle était blanche, caucasienne, on n'en sait rien. Enfin, c'est une créature fantastique car il s'agit d'une créature de fiction fantastique. Les petites sirènes. Ouais, déjà, Spoiler. Divulgation. Les petites sirènes n'existent pas. Je suis désolée, Maëlle. Vraiment. Je m'en remettrai pas, Anthony. Je te donnerai un mouchoir à la sortie de ce studio. Merci. Mais voilà, les petites sirènes n'existent pas. D'ailleurs, puisque c'est un mythe qui existe dans plein de cultures différentes, notamment africaines et caribéennes. Là, La Petite Sirène qui a été adaptée par Disney, c'est inspiré d'un conte de Hans Christian Andersen, qui est un auteur danois, qui a écrit différents contes, et la version de Disney est complètement édulcorée de la version de Hans Christian Andersen. Et dans la version de Hans Christian Andersen, il précise pas si elle est blanche, si elle est noire, ou si elle est rousse ou non. Il dit juste c'est une sirène, genre elle a une queue de poisson, genre, voilà. Mais les gars, ça n'existe pas, elle a une queue de poisson, je sais pas. Voilà, et donc ça date de 1837, et Disney a adapté ça au cours du XXe siècle, sous les traits d'une femme aux cheveux rouges. Ça n'existe pas dans la nature non plus, hein, les cheveux rouges comme ça. On peut être roux, mais pas... Tu es en train de briser des cœurs, je crois, dans le chat. Je suis vraiment navré, vraiment. Le chat en PLS, là. Et voilà, et en fait, même dans la version initiale, il n'y a pas de roi Triton, aussi sexy soit-il. T'as dit. Il n'y a pas non plus de crabe qui parle. D'ailleurs, encore moins avec un accent créole comme le veut la version française, sans queue ni tête. Et il n'y a pas non plus de polochon, de poisson qui parle. Car... C'est que la version française qui est où le crabe est super raciste comme ça. L'accent de Sébastien, c'est... Dans la version en anglais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, je me demande, c'est tout. Mais je pense que... Ça ressemble à un truc qu'on est capable de faire en France. Tiens, rajoutons un petit truc raciste. Ça manque d'épices, de saveurs de la Caraïbe. Il a fait comme ça, le rôtisseur. Ouais, pour donner que ça... la mer, une plage paradisiaque, des océans turquoises, on va mettre un accent créole. Voilà.
Dites-nous dans le chat si vous trouvez cet accent réussi, ça m'intéresse. Voilà. Et Surtout aussi... que le personnage avait pas besoin de ça en plus. Enfin, bref, anyway. Non, mais le mec est arrivé sur son plateau, il s'est dit, c'est l'heure. Il y a plusieurs remarques dans le chat, c'est archi drôle. Faté qui dit les racistes en sueur, Tomé qui dit au moins tous ceux qui se sont insurgés ont pu assumer leur racisme. Faté dit mi-femme, mi-saumon. Moi je suis plutôt mi-homme, mi-ton. Maëva dit perso ça me déprime toutes ces polémiques. Ils sont juste racistes et ils trouveront toujours des excuses même si les sirènes noires existent. Voilà, donc il y a plein d'autres remarques. Continuez, ça nous intéresse. Tommy dit au départ c'est une queue de brochet à la base et ils ont tout changé. Voilà, quel affront. Bah oui, au départ, surtout dans la version initiale, elle crève, la petite sirène. Désolé. Dans la version de Christian Andersen, elle meurt à la fin. Voilà. Donc Disney a évidemment refait ça à sa sauce avec un happy ending, avec un crabe qui la conseille, un poisson qui parle, un daddy sexy, voilà, pour rendre ça un peu plus commercial, tu vois. Et même, d'ailleurs, Ursula, elle a inspiré d'une drag queen. Genre, les drag queens, ça n'existe pas sous les océans. Genre, voilà, divine. Bref, et du coup, là, pour le live action, ils se sont dit, venez, on spice up your life, et on va mettre une femme noire, genre, Ali Bailey. Parce qu'il y a vraiment été acté par Disney de travailler sur des questions de diversité et d'inclusion. Et donc, c'est notamment pour ça qu'ils font des efforts dans leur nouveau programme, mais aussi dans leur remake. Et dis-moi, Maëlle. Oui, Maëlle. Ursula, on sait qui joue Ursula? Moi, je ne sais pas. Je sais pas qui joue Ursula dans le Parce que du coup, remake. il y avait eu 1000 personnes qui étaient pressenties pour le faire et... J'ai même pas vu le trailer en fait, je crois. J'ai juste vu les TikTok. Mais... Moi aussi. Eh bien, peut-être qu'on va montrer le trailer. Oui, j'aimerais bien voir le trailer. Histoire qu'on sache tous de quoi on parle. Et pourquoi tout le monde est en feu de... Enfin, tout le monde est en feu dans les racistes. Non, pas nous. Trailer qui est dans mon article. Je sais pas. Pas tous dans le même dites-nous dans le panier. chat si vous êtes des gros racistes ou si vous êtes Melissa contents. McCarthy. Ok, je sais pas. Melissa McCarthy pour Ursula. J'ai le trailer si jamais, Anthony. Une blanche. Oui, c'est- brune, Ok. La drôle, comédienne, là. Ok, alors on va regarder le trailer rapidement. Let's play. Ah, Inès, qui est sur le téléphone. Pardon. Moi, j'ai vraiment vu Bah. que les réactions de. Je suis en feu là, je suis wow, j'adore. J'ai maté là. Ah, mais j'avais pas vu ça. Mais c'est le monde de Nemo. Mais non, c'est la petite sirène. Tu vois, ça ressemble beaucoup au monde de Nemo. Il y avait moins de 3D dans mon Nemo. Moi, Là, je il y suis a la profondeur. Je suis team gang de requin et pas Nemo. Comme je regarde, j'aime trop. Oh, bien, On va se battre, Inès, ça va pas? Quoi? Nemo? Non, mais gang de Non, mais je requin. suis avec Maëlle, ça fait Là, on grave peur, va les enfin gants voir de- la queue de la petite sirène, attention. Ah, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Ah, ok. Je pensais que la scène avec le requin, ça allait être... Ah là, je vais pleurer, je vais pleurer. Et vous avez vu la queue là de la petite sirène, elle est trop belle. Ah, waouh. Et là, on va voir son visage et entendre sa voix. Out of the sea, wish I could be part of that world. Ok, ok. Moi, j'avais vu que la fin, littéralement, je pensais Ouais. qu'il y avait genre 3 secondes qui avaient chuté. J'avais pas vu le monde de Nemo avant. Ok. De requin. Alors, il y a Let's Tommy fight. qui dit Murderer, ils ont fait un reveal de sa couleur de peau. Exactement, parce que c'est vraiment aux dernières secondes du trailer. C'est clair. Et bref, du coup, il y a plein de gens qui sont là en train de dire non, mais c'est n'importe quoi, vous avez bafoué l'œuvre originale, c'est trop moche, pourquoi vous avez pris une femme noire, normalement elle est censée être rousse, et là elle a les cheveux un peu bruns, c'est nul. Non, désolé, elle est censée avoir les cheveux rouges si on s'en fie à Disney, mais dans l'histoire originale, elle a même pas de couleur de cheveux précisée. Il y a des gens qui disent aussi que c'est du gâchis, qu'ils ont gâché leur enfance et tout machin. Tout ça, c'est des adultes, hein, déjà. Ça pose Waouh, question, ouais, hein. les priorités sont Get alignées. a life, you know. Donc voilà, ils se raccrochent à la réalité historique. En fait, les sirènes n'ont jamais sirène. existé, hein, voilà. Et ils disent aussi, oui, comme l'auteur était danois, elle était forcément blanche, la petite sirène et tout machin. En fait, on n'en sait rien. Enfin, c'est vraiment. On va pas aller vérifier en fait. La on peut pas. mauvaise foi. Le mec est mort. Et le tu vois, racisme. le bouguet dead. Et enfin, qu'importe, en fait, c'est pas du serviciel, hein, c'est un film. Et en fait, ce que je voulais répondre aussi, c'est
oui, voilà, il crie aussi au wokisme, dictature du wokistan, islamo-gauchisme et tout, l'esclavage c'est fini. Mais voilà, bref, c'est bien triste. Mais en tout cas, ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a plein de petites vidéos de petites filles qui réagissent à ce trailer. Et pas que des petites filles d'ailleurs, parce que les petites sirènes, c'est pour tout le monde. Et les ondins et les ondines sont magnifiques et existent sûrement dans toutes les identités de genre, puisque ça n'existe pas. Voilà. Donc, ça se trouve, il y a des sirènes T'as encore trans. brisé des rêves, là, tu sais ça. Je suis désolé. Du coup, on peut repasser sur l'écran dans mon article Ouais, pour jouer la première petite. Non, t'y étais pas du tout. Déjà, je suis sur Voilà, l'article. c'est quoi, ce fait pas son travail, genre. Oh Ludo, là, qu'est-ce que tu fais? Want my Mais en daughter's plus, reaction j'ai essayé de retrouver un TikTok que j'ai vu hier. Bref. to the Little Mermaid trailer. Regardez-la, elle est trop mignonne! Je vous mets dans le chat un autre article qu'il avait écrit sur la petite sirène. Bon, cette vidéo est très très longue. Hein. J'aime pas la mise en scène des enfants, mais là, c'est pas grave, je passe l'éponge. Et l'autre, elle est beaucoup plus expressive. Non, mais... Elle a une tête toute ronde, la petite, j'adore. Elle est trop mignonne. Le reveal. Le plot twist. The Twitch is black. Oh ça m'énerve. C'est cheesy, j'adore. Tu peux zoomer, je pense. Hein. Tu peux pas zoomer. C'est trop mignon. Le regard qu'elle a acheté quand même, moi, ça me L'autre, elle est vraiment dedans. La petite envers, elle fait Vas-y, un descends peu maintenant. genre Ouais, c'est c'est cool, mais je m'en tape un peu et ça l'enrose. Girls, c'est come vraiment here, pas- I want c'est you to trop see mignon. something. Alors ça, c'est archi drôle parce que c'est une adulte à côté Well, I qui réagit. didn't expect her to react like Hier, this. j'ai passé ma soirée à regarder des TikTok, tout ça, c'était super. Moi, ce qui me tue, c'est la petite blanche là qui dit Whitney Houston. Ouais, sa tête, j'étais morte. Elle est comme ça, genre. It's Ariel, isn't it? And just watch. Attends, mais il est archi raté ce TikTok. Ah non, voilà. On dirait moi. Pardon, je vais pas casser l'ambiance, mais on savait quand même. Girls, come here, I want you Oui, to oui, see. ça a été annoncé il y a un an, genre. D'accord, que les ok, enfants on est qui d'accord, réagissent. juste en mode genre tout le monde est en mode genre what, she's black. Parce que les enfants peut-être qu'ils savaient pas. Oui, bah oui, Ouais. les enfants ils s'en foutent de ça. Bah, il passe pas de la vie sur Twitter sur le Twitter woke, I quoi. feel very Ils passent pas la vie sur Twitter comme toi, mais. Ah, vas-y, bah, il faut que ça dedans et qu'on voit le plan. Oh my god! Merci beaucoup. Yes! Black Mermaid! Let's go! C'est trop mignon. Tu l'as mis dans... Voilà, bah, on peut regarder la petite qui croit que c'est Whitney Houston, s'il vous plaît, c'est Oui. archi drôle. Attends, je vais l'envoyer sur. Sinon, tu le mets dans le chat et on clique depuis l'ordi. Vas-y. Genre comment ça se fait que cette gamine connaît Whitney Houston? Grave. Genre Mais après, elle avait une tête un peu bizarre, genre elle avait une tête d'adulte, tu trouves. Mais elle a une tête de mème, vraiment, c'est un mème. ouais, elle a une tête de même grave. Ah, il y avait un dernier TikTok qui était trop mignon. Après, Est-ce on qu'on y peut... retourne, on y retourne. I've been having this all Non night. mais je déteste les mecs qui commentent par-dessus, genre vraiment ma phobie, quoi. Ça va, on le voit pas trop. Oui, bon, on le voit. Pourquoi elle est aussi super Wait for it. Oui, parce que ça se voit qu'on attend une réaction de sa part alors qu'elle s'en fout, genre. Instrumentalisation des enfants. Elle cligne les yeux vraiment en mode je. Genre, what's the big deal? Was it just me or was that with Whitney Houston? Voilà, et on peut regarder la dernière adulte qui réagit parce que vraiment, c'est Watching the trailer, I'm Ça m'a just trop like this. I'm ému. shaking already. Okay. What am I still crying? I'm already crying. It's so good. I'm scared. Are they gonna show her? Yeah. They show her? I already saw it. Stop, I have to pause. I'm gonna cry. I'm gonna cry. Ah, j'avais pas vu, elle a une fourchette dans ses cheveux. Ça me tue. Vraiment les rêves. Oh, shut up. Okay, hold on.
I gotta turn up your brightness. Oh, I'm sorry. Yeah, I was on battery saving mode. Wait. Wait. I gotta back up. I'm scared. Oh my god. Why am I so emotional? I literally don't cry this much, I swear. Stop. I'm crying. Shut up. C'est trop mignon. Shut up. I'm crying. Yeah, I can see. I'm dying. That's so cute. I'm so excited. Why am I crying so hard? I literally don't cry. Ouais. I can't. Ok, It's c'est bon. 'cause You watch it all? Yeah. Okay. Should I watch it again? should I start it again? Thoughts? I mean, reactions? Is your only reaction the tears? Well, like, yeah. I can't hold it in. I know. That's so exciting. Don't cry. Monica's crying. You can't see her, but she's gonna start crying. Because. You're so cute. C'est long. Voilà, et du coup, je vous ai envoyé un lien vers un autre article dans le chat qui parle de la petite sirène, d'un autre livre qui s'appelle Cheveux mouillés, qui est un livre jeunesse écrit par un auteur guadeloupéen qui vit à Lyon actuellement, qui s'appelle Joshua Servier. C'est un livre qui est auto-édité, qui est vraiment adorable, qui raconte l'histoire d'une petite sirène noire qui peine à accepter ses cheveux crépus, qui gonflent avec l'eau, ce qui est embêtant quand on est une petite sirène. Et voilà, donc c'est adorable, c'est pour les 5-10 ans. Globalement, mais n'importe qui peut le lire. Je suis en train de le montrer si jamais. Voilà, et en fait, c'est... vas-y, va vers la couverture, Inès, s'il te plaît. Ouais, voilà. Et donc, à gauche, c'est la couverture du livre, et à droite, c'est l'auteur. Et en fait, il raconte très bien, c'est une interview de lui, il raconte très bien à quel point les jeunes enfants racisés ont l'habitude de s'identifier à des personnes blanches, parce qu'il n'y a que ça, en fait, sur nos écrans. En tout cas, notre génération et les précédentes, c'est que on n'avait pas le choix en fait, c'était Lucky Luke qui était blanc, la petite sirène était blanche, Anastasia était blanche, tout le monde était blanc en fait à part Mulan et qui même Pocahontas, basta. Et en gros, on a l'habitude de s'identifier autrement au-delà du physique, et là, je pense que les réactions racistes de plein de gens, c'est grosso modo parce qu'ils ont la flemme en fait de faire cet effort-là, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire et que c'est insupportable pour eux de se dire ah je vais devoir m'identifier à ce personnage qui est noir. Et voilà, ça les perturbe grave en fait. Donc c'est assez triste. Il y a Faté qui nous raconte une histoire dans le chat. Je cite, au lycée avec mes copines, on voulait se déguiser en princesse Disney et mes potes voulaient que je fasse Jasmine parce que selon elles, je ressemblais le plus à Jasmine. Et moi j'étais là, mais c'est un déguisement, le but du déguisement c'est d'être qui tu veux. Et voilà, donc c'était assez triste, ouais, c'est que en fait, quand t'es racisé, t'es cantonné à jouer le rôle des rares personnages plus ou moins basanés dans Disney, quoi. Enfin, c'est archi triste. Voilà. Est-ce que Inès, Émilie, est-ce que ça vous dérange d'avoir une petite sirène noire? Bah non, c'est trop bien. C'est trop cool. En plus, ça m'a donné pleurer les vidéos, c'est trop mignon. Genre. Moi, je te dis, j'ai passé ma soirée hier à regarder TikTok, il y avait que des trucs comme ça et c'était trop bien. Non, mais c'est hyper important. Genre, vraiment, tous les dessins animés, quand on y pense, tous les dessins animés. Mais justement, j'essayais de retrouver un TikTok que j'ai vu hier où en fait, un mec montrait qu'il y a eu plein d'adaptations où justement des personnages. Qui dans le dessin animé étaient racisés, à l'inverse ils ont mis des acteurs blancs, tu vois. Mais même Donc, mais encore quand c'était c'est hyper fréquent, et même quand c'est des personnages why not de fiction, tu vois, mais quand c'est des personnages historiques, des personnalités historiques, là ça pose vraiment question. Ça s'appelle du whitewashing d'ailleurs. Alexandre Dumas, il était noir, et ben il a été incarné par Gérard Depardieu par exemple à l'écran. En plus on l'apprend super tard ça. Moi je l'ai appris en première année de licence qu'il était noir avec Alexandre Dumas. J'étais en mode quoi, genre comment ça au lycée on parle de lui et personne le dit, tu vois. Ouais, non, mais je comprends, effectivement. Après, c'est parce qu'on parle rarement de race sociale et qu'en fait, on part du principe que tout le monde est blanc parce que c'est un tabou et qu'on se la joue colorblind. Mais il y a aussi, je sais pas, Scarlett Johansson qui a joué un personnage de manga, Ghost in the Shell, il y a pas si longtemps. Ça arrive tout le temps. Mais à chaque fois, en plus, on va te mettre des excuses un peu pétées pour dire ah mais Scarlett Johansson c'est pas grave parce que c'était un robot en fait, donc tu vois c'est normal, c'est pas grave, ça peut être enfin
Ouais, enfin, tu vois. Mais à Ouais, chaque, quand ça les à chaque arrange, fois, quoi. de toute manière, il y a à chaque fois une excuse pour dire ah bah on a pris un mec blanc pour jouer Ramsès II, tu vois, genre bah il y a pas de problème. Même Bah, à chaque Jésus, fois, tu vois. Jésus est blanc dans Non, mais- les 4/5e des films, en fait. Et à chaque fois on va te recouvrir ça de non mais c'est parce que c'était lui qui était le plus doué pour le rôle ou parce que à chaque fois de toute manière il y aura toujours une excuse. Ouais, c'est bien triste, effectivement. Il y a Tommy qui rajoute « Ma nièce est métisse et elle voulait absolument ressembler à Elsa la Reine des Neiges, qui est blonde, cheveux lisses, maigre. Ça rendait super triste. » Mais même, en plus bah, je me rappelle de cette histoire, et en plus, la petite, du coup, je sais qu'elle voulait... Enfin, on avait joué à Animal Crossing avec elle, et quand elle fait son personnage, elle arrêtait pas de faire des personnages blancs. Enfin, elle se faisait elle-même, et c'était trop triste à voir. Genre, vraiment, c'est horrible, parce que t'es là en mode... Enfin, genre, t'as 5 ans, et déjà, t'es en train de te dire, bah, faut que je ressemble à Elsa et tout. Ouais, c'est archi triste et c'est à la croisée d'autres questions de... Enfin, ces questions de racisme sont à la croisée de questions de colorisme aussi. Le colorisme, c'est en gros une hiérarchisation des peaux qu'on associerait à des qualités morales également. Et du coup, c'est plus t'es blanc, plus t'es clair de peau, plus tu serais vertueux, vertueuse. Et plus tu serais foncé. À l'inverse, plus tu pourrais être perçu comme méchant, agressif et autres. Par ta simple existence. Voilà, et c'est vraiment très très lourd. Du coup, voilà, c'est... Là, je viens de vous envoyer un article dans le chat pour expliquer plus en détail ce que c'est que le colorisme, mais ça a été prouvé par plein de tests hyper tristes à regarder où en fait, t'as plein d'enfants qui ont on leur donne des poupées de plein de couleurs de peau différentes et en fait, ils choisissent toujours la plus claire de peau parce que celle qui a l'air la plus gentille et jolie. Et en fait, en vrai, c'est des poupées qui sont manufacturées, elles ont les mêmes traits de visage et ils prennent juste la plus claire, quoi. Et c'est dire à quel point c'est un endoctrinement qui commence tôt, dès le plus jeune âge, et voilà, et c'est partout, on s'en rend même pas compte, quoi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques dans le chat? On vous lit, on va y répondre en direct. Il y a Pathé qui dit moi, je voulais être blonde quand elle était plus jeune, et elle dit aussi qu'elle s'identifie à Mowgli dans le livre de la jungle. Je comprends totalement. Tommy ajoute en Asie du Sud, du Sud-Est, plus t'es blanc de peau, plus tu es élevé socialement. Et oui, on parle aussi de société pigmentocratique. C'est le cas aussi en Caraïbes, par exemple. Mais déjà, oui, effectivement, dans toute l'Asie du Sud-Est, le sous-continent indien, on parle aussi. C'est archi grave, en fait, ça t'aide socialement, tu peux être mieux payé aussi, tu peux trouver plus facilement un logement, tu peux être mieux soigné aussi, enfin, c'est vraiment un traitement qui est systémique, enfin, le colorisme, c'est systémique, voilà, c'est une discrimination systémique quant à la couleur de peau. Et en Caraïbes, ouais, voilà, plus t'es clair de peau, plus t'as des bénéfices sociaux, et c'était aussi écrit dans la loi, en fait, c'était... on te comparait à un sac en papier, le papier craft, c'est paper bag test, et en gros, si t'étais plus foncé, bah, t'étais considéré comme noir, et si t'étais plus clair, t'étais considéré comme blanc, et ça pouvait te donner des bénéfices. En Afrique, il choisit quelle poupée l'enfant abruti? Bonne question, réponds toi-même, je sais pas. Et tu verras. Ensuite, ce que je pouvais vous demander, c'était... Oui, bah voilà, du coup, vous ne sentez pas lésés, Émilie et Inès, s'il y a des personnages qui sont blancs dans le chat. Mais en plus, la personne est vraiment débile et je crois qu'elle n'a pas compris ce que ça voulait dire systémique, en fait. Il s'agirait d'ouvrir un dictionnaire. Ciao. Le banner fou. Le banner fou. Tu disais quoi? Non, il veut pas qu'on soit vexé. Parce que il s'énerve contre la personne dans le chat. Non, mais enfin, vraiment, en plus, l'argument de en Afrique, ils choisissent quelle poupée, je suis pas sûr qu'ils choisissent la poupée noire, en fait. Donc, c'est dire que c'est systémique, oui, effectivement. Et en fait, le marché de l'éclaircissement de la peau, le marché cosmétique de crème éclaircissante, il cartonne en Asie et en Afrique. Justement, preuve que c'est systémique, en fait. C'est le colonialisme a sévi partout et il sévit encore. Le néocolonialisme continue, hein, vous inquiétez pas. Voilà, non, mais je voulais juste dire que c'est tout, en fait, on peut terminer l'émission. On espère qu'il y a aussi plus de films, enfin de dessins animés, de films comme ça, parce que pour les futurs enfants, qu'ils aient une chance de pas avoir, de pas se sentir comme ça dès le début, et d'avoir dès le début plein de dessins animés qui leur ressemblent et ils peuvent s'identifier direct au personnage. Oui, voilà, et surtout, en fait, s'identifier autrement, et juste pas parce qu'il te ressemble, mais parce qu'il a des valeurs, des vertus qui t'intéressent, en fait. Je suis désolé, mais il y a un dessin animé qui est sorti il y a pas longtemps, Encanto, je crois, avec des petites qui se passent en Colombie, je crois, ou en tout cas en Amérique latine, pour sûr. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que c'est des choses qui sont peu représentées dans la culture occidentale mainstream, quoi. Speedy G40 ajoute: personnage, je m'en fous qu'un personnage qu'on ait connu de telle couleur lors des premières œuvres cinématographiques soit représenté d'une autre couleur. Maintenant, ce qui me dérange par contre, c'est lorsque les origines de l'œuvre ont été clairement le détail de la couleur du perso. Ok, du coup, c'est la question du quota à Hollywood, existe bel et bien, et je trouve dommage qu'un acteur de couleur ou autre soit pris juste parce qu'il est noir.
Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Et là, en fait, pour l'instant, on a des logiques de... Il y a encore des trucs où tu sers de caution, quoi. Enfin, ils sont là, ah oui, on a envie de cocher la case, on a des personnages racisés dans notre film, du coup, on va prendre un acteur racisé dans notre film exprès pour ça, et pour se présenter comme vertueux, divers, etc. Et voilà, mais en fait, c'est le début. Je me dis, ça bouge, peut-être pas encore pour les bonnes raisons, mais en tout cas dans la bonne direction. Et on prend ce qu'il y a à prendre, quoi. Enfin, de toute façon, c'est même pas on prend, c'est on fait. Oui, c'est déjà, on sait que de toute manière, les comédiens et comédiennes noirs ont moins d'opportunités, en fait. Enfin, que les personnes racisées ont moins d'opportunités déjà dans l'industrie du cinéma, mais c'est valable pour plein d'autres industries culturelles, en fait, du divertissement. Donc, déjà, ça amorce un changement pour que justement on dépasse ce côté juste purement quantitatif, en fait, des choses. Ouais. Il y a Roca Lord qui ajoute, concernant les films, il y a aussi une question d'attachement à cette version, à des milieux fantastiques déjà existants. Je pense au Seigneur des Anneaux récemment. Et effectivement, là, il y a dans c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est un sequel ou un préquel, je sais plus. Préquel. Pour les Anneaux de pouvoir, c'est ça? Les Anneaux de pouvoir, ouais, où il y a un acteur noir et ça fait scandale, c'est ça? Ah non, je confonds avec Game of Thrones, je crois. Disons que c'est la même polémique, juste avec deux univers différents. Oui, en fait. je crois mais que en fait, les Anneaux de pouvoir, il y a des elfes noirs et du coup, ça fait criser. Voilà, et il y a un acteur noir dans Game of Thrones. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Ok, je comprends l'argument de on veut que ça colle à l'œuvre initiale. Juste, en fait, je trouve ça un peu dommage d'un point de vue créatif où je me dis, si vous voulez à tout prix que ça colle à l'œuvre initiale, relisez l'œuvre initiale. À quoi bon faire une adaptation si on n'a pas de liberté créative et d'enrichir aussi cette œuvre aussi, de la rendre... c'est des œuvres... Les œuvres fantastiques, elles reflètent aussi des choses du monde d'aujourd'hui, en fait. Donc, à quel moment ce serait un mal de montrer des personnages noirs ou même racisés de manière générale et pas juste un univers complètement blanc, comme l'était, par exemple, la trilogie de Peter Jackson. C'est un remake, c'est quelque chose qui vont changer, en fait. Dans ce cas, tu changes rien et tu refais exactement la même chose. Genre, c'est stupide. Bah ouais, sinon, on boucle le même film. À quoi bon faire un remake de La Petite Sirène avec des dessins de synthèse, par exemple, tu vois, non, c'est pas la même chose que le dessin animé. Il faut vraiment des dessins animés. On veut pas d'acteurs. Genre, ça revient même. Il y a Vadib Vaza qui dit « À l'origine, les sirènes sont un mythe babylonien. Avant la version de Disney, il y a eu en 1975 une version japonaise de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen dont s'est inspiré Disney. » Ok, ça je savais pas. Ce que je pourrais dire en tout cas, c'est qu'il y a des petites sirènes, toute une mythologie autour de créatures féminines marines, et pas que féminines d'ailleurs, comme Mami Wata, ou en Caraïbes aussi Mama de l'eau. Enfin, il y a vraiment ça dans le folklore de plein de pays, dans plein de régions du monde différentes. Enfin, là où il y a de l'eau, il y a des mythologies autour de l'eau en fait. Enfin, c'est assez logique, ça me paraît assez évident que le Danemark n'a pas le monopole de l'imaginaire autour des sirènes, quoi. Enfin, c'est genre, grandissez, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai l'impression que dans le chat, on est plutôt d'accord là-dessus. Voilà, Vadi B. Vaza ajoute, la légende a forcément eu plusieurs nationalités et origines, mais totalement. Enfin, voilà, c'est... De toute façon, les mythologies n'ont pas... Enfin, il y a des mythologies partout, quoi, donc voilà. Et sur un tout autre sujet, je voulais juste ajouter que Alice Diop... Enfin, le parallèle est difficile à faire, donc il y en a pas. N'essaye pas, t'inquiète, c'est pas grave, on te suit. Mais c'est qu'en fait, pour moi, il y a un truc aussi à dire, c'est qu'en fait, on a besoin de nouvelles histoires aussi. C'est bien de faire des remakes, c'est cool et tout, mais ce qui peut faire bouger les représentations et éviter de faire criser les réacs, c'est qu'il y ait des nouvelles histoires en tant que telles. Il y a Mati Diop qui avait fait un film extraordinaire, un film d'horreur fantastique, machin, Atlantide, si je dis pas de bêtises. Atlantique. J'ai un doute. On va le mettre... dans quelques instants dans le chat, mais en tout cas, ouais, c'est Atlantique, qui est sorti en 2019, et qui est un film extraordinaire, vous avez l'occasion de le voir, il est plus en salle, mais peut-être qu'il est sur des services de streaming, et voilà, et il y a aussi Alice Diop qui a fait plusieurs documentaires et qui passe enfin à la fiction, enfin, il n'y a aucune loi, elle fait ce qu'elle veut, elle faisait des documentaires hyper intéressants parce qu'elle a une formation de sociologue. Je vous recommande d'ailleurs NOUS comme le pronom personnel, qui est hyper intéressant, qui est une balade sur le RERB, voilà, banlieue RPZ. Là, elle sort un film qui va s'appeler Saint-Omer, sur l'histoire d'un fait divers, un infanticide qui a vraiment existé en France, à Berck-sur-Mer. Et voilà, et ça va s'appeler Saint-Omer, du coup, je disais. Et je crois qu'Inès est sur l'article et qu'elle attend que je le montre. Voilà. Et du coup, elle a obtenu 2 prix. On peut écouter son discours brièvement, s'il te plaît. Tu peux zoomer sur la vidéo d'ailleurs. Je vais mettre en place. Est-ce que dans le chat vous connaissiez Alice Diop? Tu peux avancer parce que vraiment elle met 3 heures à monter sur scène. Encore. Voilà.
Et en fait... Un peu soufflée. C'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix d'un tel jury, des mains d'une présidente comme Julianne Moore. Il y a quelques jours, je parlais avec Gusla Malanda, une des interprètes de mon film. Elle me racontait en fait l'effet que votre interprétation lui avait fait dans The Hour. Et j'imagine sa joie, et j'imagine sa fierté, et l'intensité pour moi que c'est de recevoir une récompense comme celle-ci. Je me dis qu'il y a une histoire de transmission, il y a une histoire de sororité, il y a une histoire de passage de relais dans ce film si féminin, et ça me touche énormément. C'est très étrange parce que je n'ai pas les mots, alors que je n'ai plus les mots. Alors que quand je tournais Saint-Omer, il y a un livre qui était mon livre de chevet, que je lisais tous les soirs et qui me donnait de la force. C'est un livre de la poétesse Audre Lorde qui s'appelle Sister Outsider. Et dans Sister Outsider, elle écrit, j'essaie de me souvenir de la phrase exacte, mais dans l'émotion peut-être que, excusez-moi d'avance si je m'en souviens pas complètement, mais je crois qu'elle dit, en parlant des femmes noires, notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup. J'adore. Merci beaucoup Inès d'avoir passé cet extrait. Du coup, pour la faire courte, Alice Diop, elle adapte un fait divers réel, un infanticide à Berck-sur-Mer. Et là, elle a reçu à la Mostra de Venise le 10 septembre 2022 le grand prix du jury, c'est le Lion d'Argent, et le prix du premier film, le Lion du Futur. Et donc, c'est deux jurys différents qui se sont pas concertés, hein, qui ont tous les deux remis à Alice Diop ce prix pour son film Saint-Omer, qui sortira en novembre 2022, donc cette année. Et donc, elle s'inspire d'un fait divers à Berck-sur-Mer, comme je vous le disais. C'est l'histoire de Adélaïde, 15 mois. Enfin, c'est l'histoire de sa mère, en fait. Adélaïde, c'est l'enfant qui a été tué. C'est une petite fille qui avait 15 mois quand elle a été retrouvée morte, noyée sur une plage à Berck, dans le Pas-de-Calais, dans la région Hauts-de-France. Sa propre mère, Fabienne Cabou, l'a donnée à la marée montante le 19 novembre 2013. Du coup, elle a été jugée en 2017, cette mère infanticide. Elle a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Ça a été retenu comme circonstance aggravante qu'elle avait atténuante, qu'elle avait une perception, un discernement altéré, quoi. Donc voilà, et donc Alice Diop s'inspire de ce fait divers-là pour créer une fiction autour de pas seulement l'infanticide, mais plus largement le rapport de la société à la maternité. Et ça s'annonce passionnant. Il y a un extrait du film qui a déjà été révélé, qui est en fin d'article. Inès, si tu veux bien le montrer, s'il te plaît. C'est ça. Si, c'est ça. C'est ça, ouais. On va pas le regarder en entier parce que c'est très long, mais il ne se passe pas grand-chose. Faites entrer l'accusé. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, des remarques? On vous écoute. Moi, je me demande juste, mais je sais pas que c'est long. T'as la réponse. Mais, Ça dure 1 minute 25, ça va, non? Pourquoi elle s'est inspirée de ce fait divers particulièrement? En fait, Alice Diop a assisté au procès et elle a été saisie, comme toute l'audience apparemment, par la diction de Fabienne Cabou, qui est là jouée à l'écran par une actrice française. Messieurs, le nom vous m'échappe. pouvez désentraver l'accusé. Et en gros, toute l'audience était scotchée à ses lèvres et plein de gens pleuraient apparemment. Et en fait, il se déroulait quelque chose de l'ordre du récit, comme une mythologie. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'elle a décidé de situer son intrigue à Saint-Omer, qui est un vrai village. Et je me demande s'il y a un lien aussi avec Homère, le poète antique. Prénom, votre date et votre lieu de naissance. C'est quelque chose de l'ordre du mythologique, parce que donner son enfant à la mère, c'est un geste très romanesque aussi. Je suis née le 15 mars 1980 à Dakar, au Sénégal. Mon père s'appelle Robert Colly. Ma mère Odile Diatta. Quelle est votre profession? Étudiante. Voilà, donc je disais Homère, je pensais au poète de l'Odyssée, quoi. Et voilà, donc Alice Diop était à ce procès-là, elle a été extrêmement inspirée par cette histoire et elle s'est dit, mais en fait, j'ai pas envie de raconter forcément le glauque que ça peut avoir. J'ai envie de raconter ce que ça peut avoir de mythique. Et en fait, un mythe, qu'est-ce que c'est? C'est aussi de la culture, c'est ce qui nous lie tous, c'est les histoires qu'on se raconte entre nous qui font le tissu social. Et elle s'est inspirée de ça pour faire ce film Saint-Omer. Voilà. Nous, on va bientôt terminer cette émission. Donc, si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment. Il y a Faté qui nous dit au revoir. Bisous. Bonne journée.
Rocalor nous dit une question concernant cette histoire du choix des acteurs dans les films. Quand ce choix est motivé par des quotas et donc de la discrimination positive, est-ce que cela fait avancer la cause de l'antiracisme ? Je pense, pour la longue histoire courte, que oui, ça l'a fait avancer. Et c'est un moyen, c'est pas une fin. Le but, c'est pas d'avoir des quotas pour toujours, c'est d'avoir des quotas pour que ça bouge. Et même plus que des quotas, moi, je voudrais des amendes pour les gens qui respectent pas, en fait. Parce que ça a fait bouger les politiques. Pour la question de parité, par exemple, les partis politiques étaient obligés d'avoir un certain nombre de femmes. Sinon, ils avaient des amendes. Et bien, bizarrement, du jour au lendemain, bim, il y avait beaucoup plus de femmes dans les partis politiques. Ça installe des pratiques, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc, donc c'est bien triste de devoir en arriver là, mais puisque les gens sont racistes, bah, il n'y a pas le choix. Enfin, l'éducation. Raciste et radin, du coup. Voilà, raciste. Ouais. Est-ce qu'ils sont plus racistes que radins ? Je ne sais pas. Il y a des partis suffisamment riches qui préféraient payer des amendes que de mettre des femmes. Donc voilà, ça en dit long. Et effectivement, je pense que les quotas, c'est bien. Tant qu'on en a besoin, c'est triste, mais ça nous fait avancer dans la bonne direction. Encore une fois, les moyens ne sont pas forcément les bons, mais si on va dans la bonne direction, ça me va. Et moi, je pense que c'est un bon moyen, en fait. Enfin, ça a marché pour la parité en politique. Pourquoi ça ne marcherait pas dans le cinéma ? Et voilà, et limite... Parce qu'on ne voit pas les couleurs. Non, mais en fait, je pense que ouais, il y a trop de gens qui font semblant de ne pas voir les couleurs, effectivement. Mais il y a aussi... Enfin, ça devient... C'est même pas que c'est urgent, c'est juste que ça prend trop de temps, en fait. Ouais. Donc, venez, on avance, genre. Et plutôt que de se dire, oui, est-ce que c'est le bon truc ? Est-ce que c'est pas la discrimination positive et tout ? En fait, venez, on fait, on va voir si ça marche pas. Mais de toute façon, ça va marcher. Ça marche déjà, en fait. Et de toute façon, il y a aussi le fait qu'on écrit nos histoires à côté. Et voilà. Alice Diop, elle est plus reconnue à l'étranger qu'ici. Tu vas à Berlin... Non, j'en sais rien, en fait. J'allais dire, tu vas à Berlin, les gens ils connaissent plus Alice Diop qu'à Paris, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, Alice Diop, elle a reçu beaucoup plus de récompenses à Venise et à Berlin qu'à Paris. Elle a reçu un prix quand même, un César de documentaire il y a quelques années, en 2017, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, elle est beaucoup plus reconnue à l'étranger, quoi. Ce qui est assez triste. En tout cas, c'était Jeudi Tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, Inès, Émilie, Maëlle ? Bah, pas de questions. Le chat, vous avez des questions ? Tommy nous dit « Ça finira par marcher dans tous les domaines où c'est appliqué avec beaucoup de temps ». Effectivement, l'égalité, la parité, ne serait-ce que la parité, l'égalité de salaire dans les entreprises, par exemple, on n'y est toujours pas. Et Dieu sait qu'il y a des politiques en ce sens. Donc je me dis, l'éducation, ça peut aussi passer par punition, récompense. Et peut-être qu'on va devoir mettre des amendes. S'il faut fliquer les gens comme ça et les prendre pour des enfants, c'est infantilisant, mais let's go. Marcou demande, les quotas de discrimination positive devraient-ils être indexés sur les quotas de population réels ? C'est un peu ce qui est en train d'être fait aux États-Unis, il me semble, parce qu'il y a genre 43% de la population aux États-Unis qui est non blanche. Mais si c'était le cas, imaginez-vous les castes des séries, genre en fait, il y aurait moitié des personnes racisées, moitié des personnes racisantes, et vraiment. Ce serait une shitstorm comme avec la petite sirène tous les jours, en fait. Les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. Bah, il faut forcer. Et en fait, c'est impraticable en France. Merci beaucoup pour cette question qui est intéressante. Ce serait impraticable en France parce que les statistiques ethniques en France sont extrêmement contrôlées. On peut pas faire de fichiers comme ça parce que l'histoire française a une certaine histoire avec les fichiers qui réels ou supposés. Donc, en fait, on peut pas faire ça. Et on va pas le faire. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire, d'en arriver là. Rocalor dit pas forcément d'accord sur tous les points, mais c'est intéressant d'entendre un autre point de vue comme le vôtre. En tout cas, merci pour le live. Je suis tombée dessus par hasard avec un peu de préjugés, mais au final, c'était très intéressant. Encore merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Rocalor. Revenez, on est là tous les jeudis. On est là tous les jeudis de midi à 14h. Et en tout cas, on est tout à fait d'accord et ouvert au débat. Donc et surtout quand c'est dit gentiment, c'est un peu béni, oui, mais en tout cas, quand c'est dit de manière constructive avec des questions. Et oui, effectivement, voilà, on est d'accord qu'on peut pas être tout d'accord sur tout, mais en tout cas, voilà, on peut avoir des échanges intéressants. Ouais, agree to disagree, et ok pour en parler, en discuter, dialoguer de manière constructive et bienveillante. Donc trop cool, merci beaucoup pour cette remarque, et bonne journée. Nous, on va arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Jeudi Tout avec... Maëlle, c'était pas du tout prévu. Émilie. Ah bah mais d'enthousiasme genre. Faudra faire l'instant miniature. Ah oui, la miniature. Et Inès, qui ne veut pas dire son prénom. Voilà, peinte partout. Yes. Mais pourquoi tu m'affiches comme ça? Tu t'affiches toute seule, chérie. C'est toi. Instant miniature. Okay. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. On va être gênant pendant 2-3 minutes. Le temps de faire la miniature maintenant. Attends. Voilà, nous on meuble. Maëlle, comment ça va? Bien, on fait leur voix off. Inès, j'ai quelque chose à te dire. J'ai pépé. Mon Dieu, c'est bon, c'est fait ou pas? Ah, ok, attends. elle peut pas faire la caméra. C'est trop gênant. Quoi? Bonne journée. Je vois le retour, vraiment, mais gênante. Bye. Attends, mais t'as pas fait ta miniature? Si, je cache le micro pour qu'on voit mieux. Faut regarder où? Je sais pas, moi. Là. Bah, la caméra.
Il essaie d'autres trucs parce qu'on lui a dit qu'il essaye. Voilà, c'est bon, c'était gênant, c'était super. Du coup, allez voir la rediff sur YouTube si vous Pour la n'avez pas vu miniature. le début. On est encore en ligne là. Oui. Quel enfer. Bon, j'arrête le live, j'arrête d'être gênant. Bisous, Voilà, bisous. merci beaucoup, bonne journée, bisous.